Voilà, donc bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre participation à cette rencontre autour de la question du Covid-19 et la vaccination. Alors, en effet, depuis les débuts de la pandémie, avec ProJeunesse, en tant que fédération d'organisation jeunesse, et en tant qu'acteur de la cohésion sociale, sur la ville de Bruxelles, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Nous essayons de réfléchir, de contribuer, en tout cas à notre niveau, apporter une réflexion critique sur ces moments particuliers qui nous vivons aujourd'hui au niveau global en raison de la pandémie. Et c'est là donc à partir de différentes approches, soit sociopolitiques, psychosociales ou socio-anthropologiques. Alors, dans cette même démarche pluridisciplinaire, nous avons décidé d'aborder aujourd'hui la question de la pandémie sous un angle scientifique différent. Et c'est pourquoi que nous nous intéressons de manière spécifique à la question de la vaccination. Alors, un sujet complexe. Pour certains, les seuls espoirs de retourner à une vie normale, en tout cas hors pandémie. Et, malgré des multiples questionnements éthiques, scientifiques. Et pour d'autres personnes, une source plutôt de peur, en tout cas des méfiances absolues, quoi. Voilà, quoi qu'il en soit, la question de la vaccination ne laisse personne indifférente. Alors, c'est pourquoi que, afin de nous aider à éclaircir cette question, enfin, à nous éclaircir sur ces sujets, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous le docteur Charles Martin, qui est infectiologue à l'hôpital CHU Saint-Pierre, ainsi que chef de clinique spécialiste en maladies infectieuses et responsable de la Travel en Vaccine Clinic. Alors, pour vous expliquer rapidement la dynamique de cette rencontre, nous avons proposé au docteur Martin de nous faire une présentation dans 20 à 30 minutes sur les enjeux scientifiques actuels autour de la vaccination. Et puis, après cette présentation, nous passerons plutôt à une partie questions-réponses également d'une petite demi-heure afin de susciter un échange débat. Donc voilà, donc bienvenue docteur Martin, je vous laisse la parole. Merci, bonjour. Je suis très contente d'être là et de pouvoir parler à une population avec laquelle on n'a pas toujours l'habitude de parler de vaccination, justement, et en particulier de la vaccination Covid, étant donné que, en première intention, cette vaccination a été mise sur place, mise sur pied rapidement, surtout pour les personnes fragiles, et qu'on parle beaucoup de la vaccination des personnes fragiles, mais on parle pas toujours, on va pas toujours un petit peu plus loin dans quel serait l'intérêt ou les inconvénients de vacciner les jeunes. Donc, je pense que qui que ce soit, et comme vous l'avez dit, dans la population à l'heure actuelle, la question de la vaccination Covid, ça laisse personne indifférent. Et donc, c'est bien d'avoir quelques notions de base pour pouvoir alimenter la réflexion. Et que c'est vrai qu'il y a énormément d'informations qui circulent dans tous les sens, que les médias ne nous aident pas toujours à faire la différence entre les informations intéressantes ou pas intéressantes, ou en tout cas la mise en perspective, puisqu'il y a cet effet loupe en permanence de même les choses les plus insignifiantes, on va en parler pendant 3 jours dans les médias. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de faire un petit peu ce soir. Alors je vais vous présenter quelques slides plus théoriques, mais pour qu'on parle tous de la même chose et qu'on ait tous les mêmes notions. Mais évidemment, ce qui va être le plus intéressant, c'est l'interaction qui va suivre. Donc, je vais partager mon écran pour démarrer la présentation. Voilà, donc j'espère que vous voyez tous. Voilà. Alors, je ne dois pas, je pense, vous rappeler comment l'épidémie de Covid, donc le nom du virus, c'est SARS-CoV-2, le nom de la maladie, c'est le Covid. Bon, globalement, on a continué à parler plutôt du Covid, qui est plus prononçable.
Mais donc, la notion de pandémie, déjà, pour qu'on parle tous de la même chose, c'est le fait qu'il y ait une maladie qui se répande au niveau mondial dans une population qui n'a pas d'immunité, c'est-à-dire que cette population n'a jamais rencontré le virus avant. Donc, c'est un tout nouveau virus, donc on n'a aucune défense contre ce virus. Et donc, il y a ce qu'on appelle un taux d'attaque absolument énorme parce que voilà, c'est pas comme si vous introduisez la rougeole dans une population qui a déjà fait la rougeole ou qui est déjà un peu vaccinée, bah, ceux qui n'ont pas fait la rougeole vont peut-être tomber malades, mais tous les autres pas. Donc, il y aura un taux d'attaque moins important. Dans une pandémie, on a un taux d'attaque et donc une proportion de personnes malades très importante. Alors, le problème, c'est que le virus ne nous facilite pas la vie puisqu'il donne ce qu'on appelle des infections asymptomatiques, entre autres. Donc, il a cette caractéristique du fait qu'on peut être contagieux alors qu'on n'est pas malade. Ce n'était pas le cas pour le SARS, le premier SARS, celui qui a circulé en Asie dans les années 2002-2004, où là, on était contagieux que quand on était très malade. Et ça a fait partie du fait qu'on a pu s'en débarrasser assez vite de ce virus, c'est que les malades étaient faciles à identifier et à isoler. Il ne fallait pas isoler tout le monde, il fallait juste isoler les gens qui toussaient, qui avaient de la fièvre, et hop, on arrivait à couper la chaîne de transmission. Comme vous le savez, avec le Covid, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il y a des gens qui n'ont pas de symptômes. Donc, si on veut être sûr de couper toutes les chaînes de transmission, on met tout le monde dans une petite boîte. Donc, on met 7 milliards de gens dans une petite boîte individuelle, mais ça semble un peu compliqué. La transmission se fait par les sécrétions respiratoires, par les mains qui sont contaminées, un peu par les surfaces. Et aussi, malheureusement, maintenant, on en est sûr, quand il y a beaucoup de gens dans un local fermé, il y a aussi probablement une transmission plus à distance, plus loin que le 1,5 mètre. Et puis, comme vous le savez, comme tous les virus, et ça, ce n'est pas une caractéristique du Covid, c'est tous les virus qui font comme ça, c'est la grippe, c'est le VIH, c'est n'importe quel virus. Plus il se multiplie, plus il fait des mutations. Et quand il y a beaucoup de mutations sur un virus, il devient un peu différent. C'est ce qu'on appelle un variant. Et donc, évidemment, comme maintenant, ça fait plus d'1 an qu'il circule à travers le monde de façon extrêmement importante, eh bien, il y a eu l'apparition de variants. D'abord le britannique, puis le sud-africain, puis maintenant il y a le brésilien, on entend vaguement parler d'un breton. On n'a pas encore le tournésie ou le carolo, mais ça arrivera peut-être, avec des caractéristiques un peu différentes. Alors pour un virus, c'est rarement intéressant de tuer très très vite ses patients, enfin c'est la personne qui va l'attraper, parce que du coup, il ne pourra plus se transmettre. Donc un virus, ce qu'il aime bien, c'est plutôt être plus contagieux, un peu plus virulent éventuellement, mais probablement qu'il ne va pas devenir beaucoup plus virulent, mais surtout, il risque de devenir plus contagieux, ça oui, et c'est déjà le cas avec le variant britannique, par exemple, ou le variant brésilien, qui sont des variants plus contagieux, donc qui ne nous facilitent pas la vie dans la gestion de l'épidémie. Vous savez qu'on peut ne pas avoir de symptômes, et c'est souvent le cas chez les jeunes, ou alors un petit nez qui coule, un petit mal de gorge, mais malheureusement, on peut aussi être au fond de son lit avec 40 de fièvre. On peut avoir ces pertes d'odorat et de goût qui sont un peu caractéristiques du Covid. Et puis, dans le pire des cas, on peut vraiment faire une pneumonie à Covid ou à carrément avoir tellement une atteinte pulmonaire sévère qu'on va se retrouver intubé, donc au bout d'un respirateur, plus être capable d'absorber l'oxygène, même si on vous en donne par des dispositifs. Mais donc vraiment, il faut être aidé par un respirateur et ça peut aller jusqu'au décès. Dans certains groupes de personnes, évidemment les personnes âgées, les personnes fragiles, c'est malheureusement plus fréquent, mais chez les jeunes, c'est extrêmement, je parle des jeunes 15-30 ans, c'est extrêmement, extrêmement rare. C'est vraiment des gens qui sont tout à fait épargnés par la gravité du Covid, mais pas du tout par la contagiosité. Donc par contre, c'est vraiment des gens qui peuvent être bien contagieux et participer aux chaînes de transmission du coup. Et puis le gros problème, c'est le débordement des systèmes de santé. Et pourquoi il y a un débordement des systèmes de santé? Et c'est pour ça que je redisais le concept de pandémie. S'il n'y a pas d'immunité dans une population, vous allez avoir
plein de gens malades en même temps. Alors, si on est un peu malade ou qu'on est au fond de son lit, c'est pas grave. Mais si on a une proportion non négligeable de gens qui ont une maladie assez sévère pour se retrouver à l'hôpital et que vous avez tous ces gens qui arrivent en même temps à l'hôpital est saturé. Il ne peut plus faire le reste, il ne peut plus s'occuper des femmes qui accouchent, il ne peut plus s'occuper de la crise cardiaque, il ne peut plus s'occuper du dépistage ou du traitement du cancer, il ne peut plus s'occuper de l'appendicite qui arrive. Et donc, c'est ça la saturation des systèmes de santé, c'est qu'on est débordé de Covid et qu'on ne peut plus s'occuper des autres. Et donc, si on est trop débordé de Covid, les Covid meurent. Ça, c'est ce qui se passe aussi au Brésil, par exemple, pour l'instant. Mais par ailleurs, il va y avoir vraiment des dégâts collatéraux, façon de parler, sur les autres malades. Si vous avez un horrible accident de voiture et que d'habitude vous allez arriver à l'hôpital, on va vous prendre en charge, on va vous soigner, vous réparer dans tous les sens, mais ça nécessite des soins, du temps, du personnel, des lits, des médicaments. Eh bien ça, on ne pourra pas le faire dans un système qui est saturé. Et ça, on voit ça aussi au Brésil pour l'instant, avec l'incapacité des hôpitaux qui sont saturés de Covid de prendre en charge le reste, et donc une augmentation de la mortalité par crise cardiaque, par cancer, par AVC, des trucs que d'habitude on sait prendre en charge et là on ne sait pas. C'est ça la saturation des systèmes de santé et c'est pour ça qu'on fait du confinement. Donc c'est pour éviter la saturation du système de santé, ce n'est pas pour faire disparaître le Covid, ça ne marchera pas, ça c'est sûr. C'est vraiment parce qu'on sait que si tous ces gens arrivent en une fois à l'hôpital, on va avoir des milliers de morts de Covid, mais aussi de tout le reste. Et c'est ça qu'on essaye d'éviter. Et c'est pour ça que la première vague, on a fait un confinement très brutal, très rapide. Et comme vous le savez, ça a bien marché puisqu'on a pu voir vraiment, on a eu un afflux de gens complètement dingue à l'hôpital. Mais heureusement, 3 semaines après le confinement, on a vu que ça diminuait. La deuxième vague, c'est la même chose, mais évidemment, vient la question de combien de temps est-ce qu'on va devoir faire des confinements à répétition, confiner, déconfiner, reconfiner. Ce virus ne disparaîtra pas, il va continuer à circuler et on sait que dans la population belge, il y a 15-20% des gens qui ont, qui ont fait le Covid, mais donc ça veut dire qu'il y a 80% qui ne l'ont pas encore fait, et donc que ça peut continuer longtemps, les confinements et les déconfinements, le temps que tout le monde les fait, et en plus, vous allez voir qu'on peut le faire plusieurs fois. Donc, il faut une autre solution que ce confinement. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Il faut passer à autre chose. Là, je vous montre l'afflux des gens dans les hôpitaux. C'est vraiment ça qui fait qu'on est obligé de confiner, mais on ne peut pas confiner pendant des années. Aussi, à cause des autres conséquences du Covid, et ça, je crois que ce n'est pas à des jeunes que longtemps, mais bien évidemment, d'avoir l'impression qu'on a sa jeunesse qui nous passe sous le nez, parce qu'on ne peut pas se rassembler avec ses amis, parce qu'on ne peut pas, faire des fêtes, parce que c'est la sociabilité. La jeunesse, c'est vraiment un moment de grande sociabilité, et donc c'est tout à fait essentiel de pouvoir permettre cela aux jeunes, et pour l'instant, avec le Covid, on ne peut pas leur permettre. Donc, il faut évidemment trouver d'autres solutions que des confinements à répétition. Alors, je vous parlais il y a 20% de la population qui a déjà fait le Covid et donc ça risque de continuer longtemps. Donc, ce qui se passe, c'est que en fonction de la contagiosité d'un virus, on peut calculer combien de gens dans la population doivent être immunisés pour ralentir ou bloquer la circulation d'un virus. Vous prenez la rougeole, par exemple, qui est un des virus contagieux que le Covid encore. Comme vous voyez en haut à gauche, une personne, là c'est du corona, mais donc rougeole dans une population malade, éventuellement avec des complications, parce que la rougeole peut donner des complications. Même chose avec le coba à gauche, des gens qui sont immunisés, peut-être pas tout le monde, mais les personnes bleues représentent les personnes immunisées. Tout le monde n'est pas immunisé, mais il y en a qui ont fait le Covid, il y en a qui sont vaccinés, il y en a qui… Voilà.
vous avez ça autour d'une personne malade, ça ne peut pas se propager aussi efficacement et donc vous avez une propagation ralentie ou parfois une propagation bloquée et du coup aussi beaucoup moins de conséquences de type mortalité. C'est ce qu'on appelle l'immunité de cohorte. L'immunité de cohorte, ça veut dire que plus on immunise une population contagieux, plus une grande proportion. Et pour le Covid, on estime qu'il faut 70 à 80% de la population qui doit être immunisée. Immunisée, ça peut vouloir dire qu'on a fait le Covid et qu'on a encore des anticorps qui nous protègent ou qu'on est vacciné, par exemple. Mais donc, c'est énorme, 70 à 80% de la population, c'est totalement énorme. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va y arriver? Ça, on va en parler. Mais ça, c'est pour ralentir la circulation du virus. Je voudrais venir sur une autre notion qui est, ça c'est l'immunité de cohorte, c'est un truc dont on entend beaucoup parler, là. Les politiques qui disent beaucoup qu'il faut arriver à 70-80% de vaccination, etc. Mais si on regarde les choses un tout petit peu différemment, on peut aussi se dire que pourquoi est-ce qu'on confine? On confine pour éviter la saturation des hôpitaux. Pour éviter que tout le reste des gens, même non Covid, aient des problèmes. Mais qui arrive dans les hôpitaux? Pas les jeunes et pas les gens qui font des petits Covid au fond de leur lit. Eux, ils n'arrivent pas dans les hôpitaux. C'est les personnes fragiles, les personnes âgées qui arrivent dans les hôpitaux. Et donc, si déjà on vaccine tous ceux-là, tous ceux qui arrivent dans les hôpitaux, donc ceux qui font des Covid plus sévères, on va déjà en fait éviter la saturation des hôpitaux et pouvoir arrêter de confiner à répétition. Et donc là, j'en arrive à deux notions importantes, les deux buts de la vaccination Covid. Le premier, c'est de réouvrir la société. Et pour réouvrir la société, il ne faut pas vacciner 70 à 80% des gens. Il faut vacciner tous ceux qui arrivent dans les hôpitaux, donc tous les fragiles. Vous allez voir que la notion de fragile est en train d'évoluer à cause des variants. OK, mais globalement, on va dire tous les fragiles, donc toutes les personnes âgées, toutes les personnes qui ont des fragilités, les diabétiques, les cardiaques, voilà. Si vous vaccinez tout cela, vous évitez la saturation des hôpitaux, vous pouvez réouvrir la société. Vous pouvez, OK, prudemment, hein, mais vous pouvez en tout cas commencer à respirer un peu, faire respirer un petit peu les gens. Après ça, on peut en effet viser 80% de vaccination dans la population, mais on aura déjà réouvert. Et pourquoi est-ce qu'on le ferait? Pour ralentir la circulation du virus, comme je le montre ici en bas à droite. Ralentir la circulation du virus, pourquoi? Pour qu'il y ait moins de malades, que les gens puissent aller travailler, que je ne sais pas moi, que les enseignants puissent continuer à enseigner, OK, d'accord, pour pas qu'il y ait des magasins qui ferment parce que les personnes sont malades, d'accord, donc pour que l'économie continue et la vie sociale puisse continuer, ça c'est une chose, mais aussi parce que plus le virus circule, plus il y a des nouveaux variants qui apparaissent. Et s'il y a des nouveaux variants qui Excusez-moi, docteur, apparaissent, de vous oui. couper. Est-ce que vous pouvez agrandir, enfin, passer votre dia parce qu'elle est restée bloquée sur la première dia. Je ne sais pas si c'est juste Ah bon? moi ou… Ah, mais il fallait me Oui. dire, hein. Attendez. Là, vous voyez pas? Vous voyez pas ma dia d'immunité de Hmm, cohorte? pas moi, en tout cas. Je ne sais Et pas les autres? si Est-ce que les quelqu'un autres… peut Ça me bouge dire s'il pas, voit ouais. ma dia On est, d'immunité de cohorte? on est toujours sur le premier plan, en fait, Oh apparemment. zut! Oui, c'est ça. Ah, mais Ça alors se vous fait comprenez rien de ce sur- que je dis en fait. Si, en Quand parlant, même. oui. C'est Ah, l'illustration voilà, visuelle. Ah voilà, là, ça là ça marche. bouge. Là ça bouge, ouais, c'est Ah, ça. attendez. Hop, je recommence, mais il n'est pas loin. Ici, ça marche? Alors, on Oui, est sur la ça marche. cohorte, là. OK, et vous êtes sur la dia d'immunité de cohorte? Oui, c'est ça. Oui. OK. Bon, je vais vous faire confiance sur la compréhension. Donc, importance d'avoir bien les deux buts de la vaccination en tête. Le premier but, c'est réouvrir la société. Et pour ça, il ne faut pas vacciner 80% des gens. Il faut vacciner les fragiles qui envahissent les hôpitaux. Envahir, pas au sens méchant du terme, hein, mais qui saturent les hôpitaux. Deuxième but de la vaccination, limiter l'apparition des variants. Et là, il faut vacciner 80% de la population. Mais OK, donc du coup, c'est moins urgent. On veut quand même du coup prendre le temps d'arriver à 80%. On aura déjà réouvert la société avant ça. Limiter l'apparition des variants, parce que s'il y a des variants
très différents qui commencent à apparaître, la vaccination pourrait un peu moins bien marcher. Donc ça, c'est vraiment des concepts très importants parce que du coup, quand on voit 20% de vaccination en Belgique, on peut se dire, OK, c'est pas mal, c'est 20% qui sont en plus que des fragiles. Donc c'est 2 millions de gens, mais c'est 2 millions de gens fragiles. Et il faut savoir que 2 millions de gens fragiles, on a estimé qu'en Belgique, on avait plus ou moins 4 millions de gens fragiles. Et donc ça veut dire qu'on est à la moitié des gens fragiles. Et que bientôt, comme ça commence à s'accélérer sérieusement, on pourrait avoir fini la vaccination des gens fragiles et se dire on est beaucoup plus cool, on peut vraiment réouvrir plus largement, mais on continue à vacciner parce que comme ça, il y a de plus en plus d'immunité dans la population et on peut limiter l'apparition de virus qui sont trop différents du vaccin. Alors, pourquoi on ne peut pas se baser uniquement sur les gens qui ont fait le Covid? Pourquoi on ne peut pas juste laisser circuler le virus comme ils ont fait au tout début en Suède, et puis après, ils s'en sont bien mordus les doigts, par exemple? Pourquoi on ne peut pas faire ça? D'abord parce que c'est un choix de société, puisque qui va mourir, en fait, ça va être que les vieux et les fragiles. OK, alors on peut décider que nos vieux et nos fragiles meurent, et voilà. Il faut se rendre compte que c'est quand même environ 100 000 personnes, voire plus, qui vont mourir en une seule vague, en gros. Plus tous ceux qui ne pourront pas être pris en charge dans les hôpitaux. Donc, il y a des femmes qui accouchent qui vont mourir, des infarctus qui ne devaient pas mourir, qui mourront, etc. Donc, OK. Peut-être pas une trop bonne idée, en fait. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte, mais ça, on ne pouvait pas le savoir au tout début, que quand on a fait le Covid, si on a été très malade avec le Covid, on a des bons anticorps qui protègent après. Mais si on n'a pas été très malade, eh ben, on n'a pas beaucoup d'anticorps, en fait. Donc, si on n'a pas été très malade avec le Covid, qu'on a juste eu un test positif ou un petit peu mal à la gorge, on n'est pas très bien protégé. On peut refaire le Covid. Donc, du coup, il y a plein de gens qui vont être infectés, mais qui pourront le refaire après. Ce n'est pas très intéressant. Donc, vraiment, la vaccination, si elle est plus efficace que l'infection naturelle, elle est intéressante aussi pour une immunité à long terme, parce qu'on sait aussi que quand on a fait le Covid, même quand on a fait un bon Covid, qu'on l'a bien senti passer et qu'on a été bien malade, on garde des anticorps qui nous protègent pendant 6-8 mois, mais pas beaucoup plus longtemps. Donc, on imagine que du coup, même si on laisse circuler et qu'il y a plein de gens qui font le Covid, d'abord, il y a toute une partie qui n'auront pas vraiment d'anticorps, et même ceux qui en ont, un an après, il y aura plus que 20% qui auront des anticorps. Donc, ce n'est pas très efficace. L'infection naturelle n'est pas très efficace pour une protection à long terme. Et je vous spoil déjà la fin du truc. Par contre, le vaccin l'est. C'est-à-dire que chez la majorité des gens, il va faire des anticorps, contrairement à une petite infection Covid. Et ce sont des anticorps qui vont durer longtemps, plusieurs années en tout cas. Donc, je ne peux pas m'engager pour des anticorps qui durent toute la vie, mais en tout cas, c'est plusieurs années. Donc, c'est plus efficace que l'infection naturelle. Et puis, la vaccination, c'est la façon dont l'être humain, depuis que la vaccination existe, donc depuis les premières notions au XVIIIe siècle, c'est la façon dont l'être humain est sorti de la plupart des horribles épidémies qu'il a vécues. La rougeole, la polio, la diphtérie qui étouffait les enfants ou qui les faisait mourir de problèmes cardiaques. C'est avec la vaccination qu'on en est sorti à chaque fois. Donc évidemment, très logiquement, quand la pandémie a démarré, on s'est dit qu'on allait essayer de sortir de cette épidémie avec la vaccination. Et ici, je vous ai mis la polio. En haut, smallpox, c'est la variole. La variole, c'est un truc où on a eu la chance, comme vous voyez les années de la smallpox, 1920-1980. Nous, on n'a pas trop vécu la variole, on ne connaît pas. Heureusement, parce que c'était 40% de mortalité. Donc, 4 personnes sur 10 qui l'attrapaient qui mouraient. Et ceux qui n'en mouraient pas restaient défigurés. Donc, ce n'était pas super comme maladie. Et c'est la première maladie qu'on a éradiquée de la surface de la Terre grâce à la vaccination. Donc, ça, c'est quand même une des grandes victoires de l'être humain, c'est d'avoir éradiqué une maladie de la surface de la Terre. Ça a été possible grâce à la vaccination massive. La polio, c'est la deuxième maladie qu'on essaie d'éradiquer de la population humaine. C'est ce qui donne des paralysies des jambes chez les enfants, encore beaucoup dans les pays en voie de développement.
Mais voilà, on n'est pas encore à l'éradication, mais on s'en rapproche petit à petit. Donc la vaccination a déjà prouvé à de nombreuses reprises son extrême efficacité et son extrême utilité. Alors, si on en arrive au vaccin Covid, là, je ne vais pas rentrer dans des détails très techniques, mais vous entendez quand même parler de plusieurs vaccins différents. Vous savez que globalement, pour l'instant, en Belgique, il y a 2 techniques de vaccins différents, qui sont des vaccins à ARN messager, c'est Pfizer et Moderna, et des vaccins à vecteur viral, c'est AstraZeneca et Johnson & Johnson. Ça, c'est ceux dont on entend le plus parler. Et les autres, on verra, voilà, CureVac, il est censé arriver fin de l'année. Les autres, on ne sait pas s'ils arriveront, mais bon. Et le plan en Belgique de vaccination, bah, vous en entendez parler aussi, mais donc vous savez qu'on a commencé par les maisons de repos, et puis on a fait le personnel des hôpitaux, puis on a fait le personnel de première ligne, donc les médecins généralistes, les kinés, les infirmières à domicile, les psychologues, etc. Et puis, on a commencé les personnes de plus de 65 ans et les personnes avec des maladies qui prédisposent à un Covid sévère. Et puis, le but après est d'implémenter dans la population générale. Pour l'instant, pas chez les enfants et pas chez les moins de 18 ans, puisqu'il n'y a pas eu, enfin, les études chez les enfants et les moins de 18 ans sont en cours. Donc, on n'a pas du tout d'études là-dessus, donc on ne le fait pas. Ce qu'on a eu comme études, c'est chez les adultes. En attendant d'avoir des données chez les enfants et les adolescents, on ne vaccine évidemment pas ces populations-là. Alors, une des grandes questions et qui suscite pas mal la méfiance, ce qui me semble tout à fait logique, c'est comment est-ce que c'est possible que ça a été créé aussi rapidement, les vaccins Covid. On entend de tout. On entend des gens qui disent bah, ils les ont sortis de leur chapeau, c'est qu'en fait, ils savaient qu'il y aurait une pandémie, ils avaient déjà préparé. Ça prouve bien que c'est sorti d'un laboratoire. Du coup, le Covid est sorti du laboratoire et le vaccin est sorti un an après, etc. Donc, on entend, ça peut partir dans tous les sens si on ne connaît pas les réelles explications. Et en fait, il y a des très bonnes explications. Ce ne sont pas des vaccins sortis d'un chapeau, c'est assez étonnamment, parce qu'on n'a pas tellement l'habitude de ça, c'est en fait que le problème avait été anticipé et réfléchi à l'avance. Et donc, quand la pandémie a commencé, on avait déjà réfléchi, enfin je dis on, mais ce n'est pas moi évidemment, beaucoup de scientifiques spécialistes en vaccination avaient réfléchi au problème. Et ça, bizarrement, ça a permis, quand on anticipe, ça permet d'être efficace et de gagner du temps. Bah oui, sans blague, ça on s'en doutait. Et puis il y a des questions d'argent, etc. Mais donc, en quelques mots, c'est vrai que d'abord, on a une pandémie en 2021, on n'est pas en 1950, donc on a vraiment énormément de connaissances en immuno, en technologie vaccinale, etc. Bon, on a la chance, voilà, d'être dans une époque où on connaît beaucoup de choses, beaucoup plus qu'il y a même 20 ans, quoi. On a eu la carte d'identité génétique du Covid très rapidement. Ça, c'est une des rares choses que les Chinois ont fait correctement, c'est mettre à disposition très, très vite, donc dès le mois de janvier 2020, la carte d'identité génétique du virus qu'ils avaient réussi à élaborer. Alors, en fait, on a eu une autre pandémie il y a 11 ans et dont pas grand monde se rappelle parce que ça n'a pas été très traumatisant. C'est la pandémie de grippe H1N1. Certains s'en rappellent. Mais pourquoi c'était une pandémie? Parce qu'il n'y avait pas du tout d'immunité dans la population. Mais pourquoi on ne s'en rappelle pas? Parce qu'en fait, ce virus n'était pas grave. Donc, il s'est répandu dans la population de façon extrêmement efficace, extrêmement contagieuse, mais sans faire de dégâts. Moi, je me souviens, j'étais déjà à Saint-Pierre à l'époque. On a eu quelques jeunes aux soins intensifs, mais franchement, enfin, on l'a à peine senti passer. Donc, vraiment, c'était un virus bénin, mais ça a fait peur à beaucoup de gens. Et surtout, ça a initié une réflexion chez des scientifiques qui ont fait « Ok, celle-là, elle n'était pas grave, mais si on en a une grave un jour, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et donc, il y a déjà eu pas mal de réflexions, dont une réflexion sur quel type de vaccin est-ce qu'il faudrait, quel type de vaccin serait idéal si on avait une pandémie. C'est quoi un vaccin idéal dans une pandémie? C'est un vaccin qu'on peut faire très vite. Ce n'est pas la peine d'attendre 10 ans pour avoir un vaccin en cas de pandémie. C'est un vaccin qu'on peut faire par milliard de doses. Donc, ça ne doit pas être compliqué à faire. Et c'est un vaccin qu'on peut changer facilement
s'il y a des variants qui apparaissent. Donc, vous voyez, on n'a rien découvert avec le Covid. On savait déjà que la plupart des virus, ils faisaient des variants. Donc, on avait défini que ça, c'était vraiment les critères importants pour avoir un bon vaccin pandémique. Et il y a toute une réflexion qui s'est faite là-dessus. Et déjà à ce moment-là, donc en 2010-2011, il y a des articles dans la littérature qui parlent de vaccins à ARN messager, de vaccins à vecteur viral, en disant ça serait les bons vaccins si on avait une pandémie. Donc, vous voyez que ça ne sort pas du chapeau. Par ailleurs, on connaît d'autres coronavirus qui sont moins connus. Je vous ai déjà parlé du SARS numéro 1 qui a circulé en Asie en 2002-2004, où il y avait eu beaucoup de recherches parce qu'ils se sont dit il faudrait un vaccin. Et puis, heureusement, comme c'était assez facile à isoler, ça a été fini assez rapidement, enfin en 2 ans. Donc, il y avait eu beaucoup de recherches sur ce coronavirus qui ressemble au Covid. Et donc, toute la recherche qui a été faite sur le SARS-1, elle a été utilisée pour le SARS-CoV-2. Donc, on a gagné un temps fou grâce à ça. Il y avait déjà eu plein de trucs qui avaient été faits. Et puis, il y a eu évidemment énormément d'argent qui est arrivé en une fois pour la recherche pour les vaccins. Vous imaginez bien que toutes les économies mondiales à l'arrêt, il y a vraiment des gens qui sont prêts à débourser sans problème pour que ça s'arrête, pour que les confinements s'arrêtent. Puis, il y a les États qui ont donné beaucoup d'argent. Les États-Unis ont donné beaucoup, l'Europe a donné beaucoup. Donc, voilà, ça a vraiment fait avancer les choses, puisque malheureusement, c'est toujours le nerf de la guerre en recherche, c'est le manque d'argent. Il y a eu beaucoup, et on ne le dit pas assez, une mobilisation exceptionnelle de volontaires pour réaliser les études cliniques. Il y a eu plein de gens qui se sont pressés au portillon pour participer aux études vaccins, alors que d'habitude, il faut des mois pour recruter des gens. Là, ça a été vraiment super vite. Et puis, comme il y avait une urgence au niveau administratif, ça a été beaucoup plus vite, etc. Les firmes pharmaceutiques ont été priées de démarrer la production de vaccins avant d'avoir les autorisations officielles, en disant bah, si vous n'avez pas les autorisations officielles, tant pis, vous aurez perdu de l'argent. Mais si vous les avez, bah, vous aurez gagné du temps et vous serez les premiers sur les marchés. Donc, ils ont été priés de faire ça, ce qu'ils font d'habitude jamais, parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque financier de faire ça. Donc là, on leur a dit, vous le faites, parce que si vous le faites, vous serez récompensés parce que vous serez les vaccins les premiers sur le marché, quoi. Et ça a marché. Ils ont démarré leur production plus vite, plus tôt que d'habitude. Et pour certains, ça a été catastrophique parce que leur vaccin n'a pas eu d'autorisation. Et pour d'autres, ça a été une bonne idée. Donc, il y a tout ça qui vraiment, et j'oublie probablement des choses, qui a fait que ces vaccins ont été développés rapidement. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas un hasard, il y a des vraies explications à ça. Ça, c'est une photo que j'aime bien. Donc, la boule orange, c'est le coronavirus, c'est le Covid. Les espèces d'algues oranges que vous voyez sur la boule orange, collées sur la boule orange, c'est la protéine qui sort du virus. C'est la clé qui va rentrer dans nos cellules, dans nos serrures de cellules. Donc ça fait partie du coronavirus. Et l'espèce de truc blanc autour qui s'accroche aux algues oranges, c'est nos anticorps. C'est nos anticorps qu'on fait après avoir eu le Covid, mais c'est aussi les anticorps qu'on fait quand on a été vacciné. Et vous voyez que ces anticorps s'accrochent aux algues oranges et du coup, ces algues ne peuvent plus s'accrocher à nos cellules. Et donc, elles ne peuvent plus rentrer dans notre nez, dans notre gorge, dans nos poumons. C'est vraiment le principe de la vaccination en une photo. Donc, je vous ai dit, on avait besoin de nouvelles technologies de vaccins parce que nos vaccins classiques, en fait, d'abord, on ne peut pas en faire des milliards. C'est difficile de les faire en quelques mois. Et en plus, souvent, ils ne sont pas très efficaces chez les personnes fragiles. Alors, même si on ne pouvait pas anticiper le type de pandémie qu'on allait avoir, globalement, il y a 2 types de pandémies. Il y a celle qui frappe les jeunes et celle qui frappe les vieux. Et si ça frappe les jeunes, n'importe quel vaccin fonctionnera parce qu'un jeune répond bien à un vaccin. Mais si ça frappe les vieux et que ça tue les vieux, là, on a des soucis parce que les vaccins fonctionnent toujours moins bien chez les vieux. Et donc, il fallait aussi qu'on ait des technologies vaccinales où on était sûr, si c'était une pandémie qui tuait les vieux, que c'était sûr que cette technologie marchait bien chez les fragiles et les vieux, enfin les personnes âgées. Donc, on avait besoin quand même de ces nouvelles technologies qui sont les vaccins ARN messagers et à vecteurs viraux qui avaient été identifiés comme étant vraiment celles prometteuses en cas de pandémie. Mais comme je vous le disais,
tous ces vaccins ont été développés selon les mêmes exigences, je dirais même plus d'exigences qu'un vaccin classique. Je peux vous dire que si on prend des vaccins qui sont arrivés récemment sur le marché hors Covid, hein, un vaccin contre la méningite, un vaccin, il n'y a jamais eu autant de personnes vaccinées dans les études cliniques pour ces vaccins-là que dans les études pour le Covid. Donc, dans les études pour le Covid, les études ont enrôlé un nombre de gens que j'avais jamais vu dans les études cliniques, des 40 000, des 30 000, des 45 000. J'ai jamais vu ça dans des études de vaccins. D'habitude, c'est beaucoup moins. Donc, il y a vraiment un contrôle scientifique sur le développement de ces vaccins qui est très rapproché parce qu'on sait qu'on va vacciner des milliards de gens. Et donc, si on vaccine des milliards de gens, il faut un truc qui soit le plus nickel possible. Ça ne peut pas être 100% parfait, mais le plus nickel possible. Donc, le contrôle scientifique est vraiment très important. Alors, je ne suis pas sûre que je vais rentrer dans les détails, mais c'est parce qu'on entend beaucoup de gens qui ont peur que le fait que ça soit, qu'il y ait ARN dans le nom du vaccin, vaccin ARN messager, alors ça ressemble à l'ADN. Est-ce que si ça ressemble à l'ADN, ça veut dire que ça rentre dans nos cellules et ça modifie notre ADN? La réponse est non, pour plusieurs raisons. Mais l'ADN et l'ARN, ce n'est pas du tout dans la même langue, ce n'est pas dans le même langage biologique. Et dans la nature, si on n'est pas dans le même langage, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est déjà pas possible d'aller se mettre dans un truc où le langage n'est pas le même. La deuxième chose, c'est que ce vaccin, on vous l'injecte dans le bras et en fait, il reste dans votre bras. Il ne va pas circuler. Il va rester dans les cellules de votre bras. Il va rentrer dans les cellules, mais il ne peut pas rentrer dans le noyau des cellules où il y a l'ADN, parce que le noyau de la cellule, il est complètement verrouillé. C'est impossible de rentrer là-dedans, surtout si c'est un truc qui n'est pas dans le même langage, ça marche encore moins. Donc, il rentre dans vos cellules du bras, il fait son petit job, c'est comme un petit mode d'emploi. Donc, le petit mode d'emploi est utilisé pour fabriquer un faux virus. Il n'y a pas de vrai virus dans l'histoire. Il y a juste la petite couronne. Donc, le corps croit que c'est un coronavirus, mais c'est juste la couronne, il n'y a rien dedans. Et la couronne ressort de nos cellules et du coup, le système immunitaire fait « mais qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un coronavirus » et hop, il fait une bonne réaction immunitaire, il se laisse tromper. Et après cela, les composants du vaccin sont désintégrés. Donc, en quelques heures, les composants du vaccin sont désintégrés dans votre bras. Il n'y a absolument rien qui circule. La seule chose qui circule, c'est vos cellules immunitaires, c'est votre réaction immunitaire, c'est vos anticorps. Encore heureux, parce que juste être protégé du bras droit, ce n'est pas très intéressant. Mais que la réaction immunitaire se fasse là et qu'après, ça circule dans le corps, ça a du sens. Mais le vaccin lui-même, il ne circule pas dans le corps. Donc, vraiment pas d'inquiétude au niveau circulation, au niveau ADN, tout ça, c'est vraiment tout à fait vérifié, mais sans aucun… il n'y a pas photo, en fait. Il y a même pas, la question ne se pose même pas. C'est impossible que ça rentre et que ça modifie quoi que ce soit. Et les vaccins à vecteurs viraux comme AstraZeneca et Johnson, c'est un peu le même principe, sauf que c'est un principe de cheval de Troie. Donc, on prend un autre virus qu'on connaît bien, un adénovirus, c'est un virus du rhume en fait, en l'occurrence, qu'on connaît parfaitement bien, on le tue et on l'utilise comme petit transporteur pour arriver dans nos cellules du bras. Mais donc, le virus lui-même est tué, donc il ne peut rien vous faire. Et là-dedans, il y a juste le petit mode d'emploi comme le vaccin ARN messager. C'est un peu le même type de technique, mais un peu détourné. C'est surtout des vaccins qui sont pratiques parce que, comme je vous le disais, on peut les fabriquer rapidement. Dès qu'on a la carte d'identité génétique d'un virus, on peut les fabriquer très vite. On peut les fabriquer par milliards de doses et on peut les adapter s'il y a des nouveaux variants qui arrivent très vite aussi. En quelques semaines, on peut adapter. Donc, c'est évidemment assez idéal. C'est pour ça qu'ils ont été choisis comme vaccins pandémiques. Alors, est-ce que ces vaccins sont efficaces? Oui, ils sont extrêmement efficaces, surtout sur ce qu'on leur demande de faire en priorité pour pouvoir arrêter de confiner à répétition, c'est-à-dire protéger les personnes de l'hospitalisation. Et donc, ils sont extrêmement efficaces pour protéger des Covid sévères. Ils sont moins efficaces, parce que c'était moins ce qu'on leur demandait, pour protéger d'être un peu malade, de se faire un petit Covid, de rester 3 jours dans son lit
ou éventuellement d'avoir encore un peu de virus, de ne pas être malade, mais d'avoir encore un peu de virus au niveau du nez, d'être un peu contagieux. Ça, ils sont moins top, on va en parler. Mais par contre, ce sur quoi ils sont complètement top, c'est protéger du Covid sévère et donc protéger les hôpitaux de l'afflux de malades avec des Covid sévères. Donc, c'est vraiment, ils font le job. Le job, c'est vraiment protéger les gens d'avoir la pneumonie à Covid, d'avoir besoin d'oxygène, de devoir aller à l'hôpital pour ça, d'être hospitalisé aux soins intensifs, de mourir. C'est vraiment de ça qu'ils protègent ultra bien. Les Moderna et Pfizer, ils protègent aussi très bien contre les petits Covid. Et AstraZeneca, Johnson, Sputnik, qui est celui des Russes, qui est de la même technique que Astra et Johnson, ils protègent très bien contre les Covid sévères, les hospitalisations, et un petit peu moins bien contre le fait d'être un peu malade avec un Covid. Mais je vous dis, au départ, ce n'est pas le job qu'on leur demande. Ce qu'on leur demande, c'est de protéger les gens du décès et des conséquences catastrophiques du Covid. Et ça, ils le font vraiment bien. Alors, quels sont les effets secondaires? Non, on n'aura pas tous des grosses moustaches. Mais donc, il y a les effets secondaires tout à fait classiques des vaccins. Oui, ils sont plus fréquents pour celui-là pour le vaccin Covid au sens large, que pour un vaccin. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Un vaccin contre l'hépatite, par exemple. Les vaccins contre l'hépatite A qu'on fait pour partir en voyage. Eh bien, il y a moins de gens. Il y a des gens qui font un peu de fièvre ou qui sont un peu fatigués, mais il y en a moins que ça. Ici, c'est la moitié des gens qui, en fonction que ça soit Pfizer ou Moderna ou AstraZeneca et Johnson, ça sera surtout après la première ou surtout après la deuxième dose, mais il y a la moitié des gens qui vont être patraques le lendemain. Patraque, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. On est tous différents, donc il y en a qui sont super fatigués, mais il y en a qui sont tellement fatigués qu'ils doivent partir de boulot, aller faire une sieste, et puis le lendemain c'est bon. Il y en a qui font de la fièvre, il y en a qui font pas de fièvre, il y en a qui ont surtout très mal à la tête, il y en a qui, enfin voilà. En tout cas, le lendemain, on peut être patraque une personne sur deux. C'est-à-dire qu'une personne sur deux n'a rien, hein, mais une personne sur deux aura, surtout si on est jeune. Pourquoi? En fait, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que notre système immunitaire se réveille plus fort. Un effet secondaire comme ça, de type « je ne suis pas très bien le lendemain », ça veut dire que le système immunitaire, il est en train de bosser. Il est vraiment en train de faire sa réaction immunitaire. Donc, c'est une bonne chose. C'est pour ça que moi, je n'ai pas eu beaucoup d'effets secondaires de mes vaccins et j'étais un peu déçue. Je me suis dit, merde, j'espère que ça marche quand même, ce truc. Mais en même temps, ça dépend des gens. Ça dépend de la résistance des gens, de l'habitude, de la facilité à faire de la fièvre, pas de la fièvre. Donc voilà, si vous avez un vaccin Pfizer ou Moderna, c'est surtout à la deuxième dose que vous avez un risque de faire ça. Et si c'est Astra ou Johnson, c'est surtout à la première dose que vous avez un risque de faire ça. Bref, c'est toujours un peu la même chose. Ça, c'est les vaccins, les effets secondaires classiques et attendus d'un vaccin. Franchement, si vous faites un vaccin contre le tétanos ou contre la fièvre jaune, vous avez aussi des trucs comme ça, en fait. Donc, il y en a qui donnent peu ça, il y en a qui donnent plus ça. Et ben, les vaccins Covid, ils donnent plus ça. Ça, c'est tout à fait bénin et attendu. Évidemment, il y a d'autres problèmes et vous avez entendu parler, ici je parle des effets classiques, mais vous avez aussi entendu parler du problème des effets secondaires qu'on a détectés suite à la vaccination AstraZeneca, dont on a beaucoup entendu parler. Alors, il faut se rendre compte que ce sont des effets, et j'ai oublié de mettre cette dia-là qui montre très bien le risque de faire une thrombose sur AstraZeneca par rapport au risque de faire une thrombose quand on fume et qu'on prend la pilule, par exemple. Eh ben, on a 10 000 fois moins de risque de faire une thrombose sur AstraZeneca que de faire une thrombose quand on fume et qu'on prend la pilule, en fait. Donc, c'est un risque extrêmement faible, mais tout à fait réel, mais extrêmement faible. Il faut vraiment le mettre en perspective, qu'on a pu détecter parce qu'on a vacciné, évidemment, des centaines de millions de gens à travers le monde. Et donc, même l'effet secondaire le plus rare, on arrive à le capter, aussi parce qu'il y a un bon système de pharmacovigilance, un bon système de surveillance. Mais donc, ça a été capté. On a pu définir que c'était surtout des femmes, surtout des moins de 60 ans. On a pu définir un risque en disant, OK, c'est un risque de autant à autant, plus ou moins. Et puis après,
il reste à définir une stratégie. Est-ce qu'on accepte ce risque parce qu'il est extrêmement faible ou est-ce qu'on se dit on a d'autres vaccins? Donc, l'idée d'AstraZeneca est d'arrêter la vaccination avec AstraZeneca chez les moins de 55 ans, essentiellement chez les femmes de moins de 55 ans, parce qu'il y a un minuscule petit risque, c'est uniquement parce que les femmes de moins de 55 ans, elles ont moins de risques de faire un Covid sévère. Je peux vous dire que si cet effet secondaire-là, c'était surtout chez les plus de 85 ans, je pense qu'on aurait continué, parce qu'ils ont évidemment beaucoup plus de risques de mourir du Covid que de faire une thrombose. Mais là, on est dans une population qui n'est pas trop à risque de faire des gros problèmes de Covid. Et surtout, parce qu'on a d'autres vaccins. Et que comme on a une alternative, eh ben, on va favoriser l'alternative. Et on va dire, bah, ceux-là, il y a un tout petit risque, mais on n'a pas envie de prendre ce risque-là. Donc, on va vacciner AstraZeneca ceux qui n'ont pas ce risque de thrombose, parce que c'est un vaccin qui marche bien. Et chez les autres, on donne d'autres vaccins parce qu'on a d'autres vaccins. Mais si on n'avait pas eu d'autres vaccins, on n'aurait probablement pas pris. Donc, tout a été pris en compte pour se dire, dans la stratégie, comment est-ce qu'on va gérer ce tout petit risque, mais qui est réel. Alors, comme je vous disais au début, si on a déjà fait le Covid, et alors on n'est pas sûr peut-être d'avoir des anticorps, mais si on a un médecin qui a fait une prise de sang qui vous dit oui, vous avez des anticorps, oui, il y a quand même un intérêt de se vacciner parce qu'en fait, ces anticorps, ils vont diminuer avec le temps et ils vont de moins en moins bien vous protéger. Ça dépend des gens, mais en gros, on dit qu'ils protègent environ 6 mois. Et si vous avez fait un petit Covid, ça sera moins de 6 mois. Si vous avez fait un gros Covid, ça sera plus. C'est difficile à prévoir. Et ce qu'on sait, c'est que quelqu'un qui a déjà fait le Covid et qui a déjà des anticorps et qu'on vaccine, en fait, ça lui booste ses anticorps à fond la caisse. Et donc, en fait, c'est plutôt bien. En fait, ce qu'on pense, c'est qu'il va être protégé plus longtemps avec le vaccin, puisqu'on le booste tellement bien qu'il va garder des anticorps pendant plus longtemps. Par ailleurs, ce qu'on a appris aussi au fur et à mesure de l'arrivée des variants sud-africains et britanniques, c'est que plus on a des anticorps élevés, mieux on est protégé des variants, parce qu'ils sont un peu différents du premier virus quand même. Et donc, chez des gens qui ont déjà fait le Covid et qu'on vaccine, on va avoir des super bons anticorps, mais ça, ces gens-là, ils vont être protégés longtemps, mais ils vont aussi être mieux protégés contre les variants. Donc, ça vaut la peine de les vacciner. C'est pour ça que, par exemple, quand on vaccine nos personnes fragiles pour l'instant, on ne vérifie pas s'ils ont déjà fait le Covid avant ou pas. Parce que ça ne va pas changer notre façon de faire, on va quand même les vacciner, même s'ils ont déjà fait le Covid. Et alors, la contagiosité après la vaccination, ça a été un grand espoir de peut-être qu'on ne sera plus du tout contagieux et qu'on pourra ouvrir complètement tout en se disant le virus ne circule plus. Mais ça, malheureusement, en médecine, c'est vraiment rare. Le noir et le blanc, c'est vraiment rare. On est souvent dans le gris. Et ce qu'on a clairement montré, c'est que quand on est vacciné, on est moins contagieux. Donc, si on attrape le Covid, même en étant vacciné, vous aurez beaucoup moins de virus dans le nez, mais il est possible que vous en ayez quand même. Donc, si par exemple, vous êtes vacciné, mais que vous allez voir votre vieille grand-mère qui, je ne sais pas pourquoi, elle n'est pas vaccinée, peut-être elle a refusé de se vacciner, bah, faites attention. Avec votre vieille grand-mère, il faut quand même garder votre masque, même si vous êtes vacciné. Par contre, si elle est vaccinée et que vous êtes vacciné, là, quand même, on commence à être à des probabilités de « Ok, moi, j'en ai peut-être un petit peu dans le nez, mais elle, de toute façon, elle est protégée contre les Covid sévères. Donc, c'est bon. » Et donc là, vous pouvez faire un bisou à mamie. Et ça, on en a déjà parlé. Donc, on a dit que ça fait partie des gros avantages de ces techniques vaccinales qui ont été choisies pour les vaccins pandémiques, c'est qu'on peut les adapter facilement aux variants et qu'on va devoir les adapter facilement aux variants. Voilà, j'ai terminé. J'espère que j'ai pu répondre à la plupart de vos questions, mais évidemment, je suis tout à fait disponible pour répondre à d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu déjà ou des choses qui n'étaient pas claires. Merci beaucoup de votre exposé. Écoutez, si vous voulez, on peut passer effectivement aux questions. Je propose aux personnes qui sont présentes, qui se sont inscrites à cette activité, s'il y a des questions ou des réflexions, si quelqu'un a envie d'intervenir.
Anaïs, demande. Oui, Anaïs. Oui, bonjour. Donc, en fait, moi, je voudrais savoir, c'est parce que il y en a, donc les médecins, on va dire, c'est un peu leur rôle de dire oui, vaccinez-vous, etc. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est quand on regarde les infos, on a vu voir beaucoup de personnalités politiques qui font semblant de le faire. Donc, au final, s'ils font semblant, c'est qu'il y a quand même une raison. Vous voyez ce que je veux dire? On fait semblant de les vacciner pour la photo ou quand on les filme. Donc alors, pourquoi est-ce que nous, les citoyens, on devrait se faire vacciner si eux-mêmes ne veulent pas le faire? Ouais, moi j'ai la notion que ces histoires de fausses vaccinations, c'est pas vrai du tout, hein. Donc mais voilà, ça, je pense que c'est difficile de faire la part des choses. Il y a eu, je ne sais plus quel, je sais plus, franchement, j'ai du mal à suivre et ça m'intéresse qu'à moitié. Ce gars qui a dit, mais oui, c'était faux parce que je faisais l'essai. J'ai jamais dit que je m'étais fait vacciner. Donc ça a été relativement récemment, là, il y a 2 semaines, où il y a eu un gars comme ça qui a été un politicien, mais qui a été utilisé dans le run de test pour vérifier que tout allait bien, etc. Et évidemment, il y a une photo et puis on lui a dit hey, ton capuchon de seringue, il est même pas retiré. Et il a dit j'ai jamais dit que je m'étais fait vacciner, j'ai dit que je faisais le test truc muche. Mais sinon, la plupart des vaccinations, pour moi, c'était tout à fait réel. Et personnellement, je n'ai. Enfin voilà. Bon, après ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je n'en sais rien s'ils sont vraiment vaccinés ou pas. Par contre, ce que je peux vous dire, et les choses dont je suis sûre, parce que quelque part, les politiciens, ça ne m'intéresse pas, c'est que il y a 2 millions de personnes dans la population qui sont vaccinées maintenant. Il y a dans mon hôpital, par exemple, ou dans les systèmes de santé, des milliers de gens vaccinés. Et ça, ce n'est pas des fausses vaccinations, parce que moi, je les ai faites moi-même, par exemple, pour une grosse partie d'entre elles. Moi-même, je suis vaccinée, ma mère, mon père, ma belle-mère, même les parents de mon homme, même si je n'avais pas envie. Tout ça, tous ces gens sont vaccinés, on ne fait pas semblant. Et non, en fait, ça ne me fait pas peur du tout de me vacciner parce que je connais les dossiers de vaccins, je les ai lus, je connais le monde de la vaccination, je vois bien à quel point ça a été ultra contrôlé, même plus contrôlé que d'habitude. Comme je disais, par rapport à un vaccin classique, c'est plus contrôlé que d'habitude. Et OK, on est dans une crise où tout le monde regarde les choses à la loupe, etc., etc. Mais il ne faut pas non plus oublier de prendre du recul sur les choses. Et prendre du recul sur les choses, c'est se rendre compte qu'on ne peut pas confiner, déconfiner, reconfiner, déconfiner, reconfiner pendant des mois. On ne peut pas, et de toute façon, les gens ne voudront pas. Et ils ont bien raison. À un moment, il faut passer à autre chose, il faut faire autrement. Mais dans ce faire autrement, il y aura plusieurs choses. Il y aura la vaccination, il y aura aussi apprendre à vivre avec un certain risque. Ce que les gens ont oublié, en fait. On est dans une société où on veut qu'il y ait zéro risque nulle part, dans rien. Je vous donne un exemple. J'ai reçu un mail de quelqu'un au début de la vaccination, d'un monsieur, je pense, d'un certain âge, qui me disait « Moi, je veux bien me faire vacciner, mais alors vous devez me signer la déclaration sur l'honneur qui est en pièce jointe de ce mail. » Donc, j'ouvre la pièce jointe et c'était « Je sous-signais, Charlotte Martin déclare sur l'honneur que si monsieur Truc se fait vacciner, il ne va rien lui arriver, il ne développera pas d'effets secondaires. » Qu'est-ce que j'en sais, moi, qui ne va pas faire 38 le lendemain? Et c'est tout à fait possible. Mais ça continue comme ça, qui ne développera pas d'effets secondaires, qu'il n'aura jamais de cancer, il va peut-être faire son cancer du poumon dans 1 an parce qu'il fume comme un pompier, qu'il ne se fera jamais renverser par une voiture, qu'il va… Donc voilà, les gens vont à un point, ont tellement perdu l'habitude de se dire on est dans un monde où on peut se faire renverser, ou quand je prends un dafalgan, peut-être je suis allergique et je ne le sais pas et il peut se passer quelque chose, que on veut du zéro risque, mais ce n'est pas la vie humaine. La vie humaine, ce n'est pas du zéro risque. Et donc, il va falloir apprendre à vivre avec un certain risque, à vivre avec le Covid. Mais pour qu'on puisse vivre de façon gérable et agréable, retrouver un petit peu de trucs agréables, nos activités sociales, les gens qu'on aime, etc., il y aura aussi la vaccination, de toute façon. Et on pourrait être en Asie, où on n'a aucun contrôle sur ce qu'ils donnent comme vaccin. Il n'y a personne qui a accès aux données et les médecins
indépendants comme moi, je suis indépendante dans un hôpital, enfin voilà, je suis spécialiste en vaccinaux, mais j'ai rien à voir avec les vaccins Covid, quoi. Eh bien, j'ai eu accès au dossier des vaccins Covid et j'ai pu vérifier tout un tas de trucs, ce qui n'arrive jamais. On pourrait être en Chine où on n'a aucun accès aux données et où, si vous n'avez pas envie de vous faire vacciner, vous n'avez rien à dire. C'est tout, vous vous ferez vacciner. Quoi qu'il arrive, et même s'il y a des effets secondaires graves, tant pis, parce qu'ils vont le faire pour le bien commun et personne n'osera rien dire. On n'est pas en Chine, on n'est pas en Asie, on est dans un pays libre où on essaye d'informer les gens, mais ce qui est surtout important à retenir, c'est qu'en fait, on a des tas d'infos et qu'on a une somme d'infos pour quelqu'un qui connaît le sujet. Évidemment, c'est très compliqué quand on ne connaît pas le sujet. Moi, je ne donne pas mon avis sur comment tailler les arbres, ça, j'en sais rien. Mais quand on connaît le sujet, on se rend compte que la somme d'infos qu'on a, les infos fiables, hein, pas les infos n'importe quoi, les infos fiables sont tout à fait convaincantes. Et c'est pour ça que j'ai vacciné la moitié de mon hôpital, enfin bien plus que la moitié, que tous mes parents, quand ils m'ont dit est-ce qu'on va se vacciner, j'ai fait évidemment, allez-y, que je me suis vaccinée sans aucune hésitation et qu'une fois que les études chez les enfants auront été faites, je vaccinerai mes enfants sans hésiter. Ces vaccins sont mieux contrôlés que les derniers vaccins qui sont arrivés les 3 dernières années sur le marché en Europe, où le contrôle était déjà tout à fait correct. Mais ici, ils sont encore mieux contrôlés. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. J'ai toutes les infos en main pour le faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Parce que sur les politiciens qui font semblant de se vacciner, ça, je n'ai pas d'avis. Ah oui, oui, non, mais en fait, quand je disais politiciens, c'était parce que eux, entre guillemets, ce sont un peu les exemples, on va dire, pour nous, les citoyens. Ouais. Non, les citoyens, on va dire entre guillemets. Entre guillemets, entre gros guillemets. Entre guillemets. Je veux dire que c'est un peu nos exemples. Donc, au final, on pourrait se dire, si eux ne veulent pas le faire, pourquoi nous, on devrait le faire? Est-ce qu'on est des cobayes? Oui, c'est dans ce sens-là. Maintenant, il faut faire attention parce que dans les politiciens, il y a aussi toute une série de gens qui ne sont pas dans les populations à risque et qui n'ont pas plus de 60 ans là et qui n'ont pas droit au vaccin. Et donc, moi, je sais aussi, je ne sais plus qui m'a dit, je ne sais plus si c'était Paul Magnette ou je ne sais pas quoi, qui avait dit, moi, si je me fais vacciner, je vais me faire tuer parce que je ne suis pas dans les groupes à risque et il n'y a aucune raison que j'ai un vaccin avant un gars de 65 ans qui peut mourir du Covid, quoi. Donc, je veux dire, il y a ça aussi. Je pense qu'il faut que, pour l'instant, dans le stade de vaccination où on en est en Belgique, moi, si je vois un jeune politicien, si je vois un Georges-Louis Boucher qui se fait vacciner, je hurle, hein, parce qu'il n'est pas question que Georges-Louis Boucher se fasse vacciner avant la grand-mère qui peut mourir, quoi. Donc, il y a ça aussi. Il y a que moi, je ne veux pas que les jeunes politiciens, pour l'instant, ils se fassent vacciner. Donc, normalement, si on doit voir des politiciens se vacciner, c'est les vieux politiciens. Si on veut être logique. Et qu'il n'y ait pas de passe-droit, en tout cas pas trop, quoi. Voilà. D'autres questions? J'en ai une petite autour d'un des effets secondaires, autour de la thrombose notamment. Alors, on a bien dit que c'était très, très limite comme possibilité, c'est vrai, infinitésimal. Si ce n'est que vous avez fait la corrélation plutôt par rapport à la question de la tranche d'âge et pas forcément, par exemple, par rapport à l'hérédité là-dessus, ou en tout cas sur un passif familial. Donc, très, très concrètement, ma grand-mère a eu une thrombose à un certain âge. Cela dit, c'est sans doute dû à une manipulation quelconque à un moment donné, un électrochoc en l'occurrence qu'il y avait eu au niveau du cœur, enfin voilà, pour d'autres raisons. Mais peu importe, il se trouve que voilà, ma mère aujourd'hui, elle est dans la tranche, elle va maintenant, elle est lundi normalement, ou samedi, je pense, faire son vaccin. Et donc voilà, elle avait une appréhension sur cette question-là par rapport à la question de l'hérédité à ce moment-là. Oui, c'est une excellente question et en fait, ça a été tout à fait examiné de près pour voir si les personnes qui avaient fait une thrombose avaient une autre raison de faire une thrombose et entre autres une hérédité. Et en fait, la réponse est non, c'est-à-dire que c'est que des relativement jeunes femmes qui n'avaient aucune raison de faire une thrombose. Et donc, il a été conclu que le fait d'avoir un antécédent n'augmentait pas le risque d'avoir une thrombose et donc n'empêchait pas ces gens d'aller faire un vaccin AstraZeneca. Mais c'est une bonne question parce que toutes les personnes qui ont entendu thrombose et qui, dans leur entourage ou elles-mêmes avaient déjà fait un truc un peu soit ressemblant, soit une vraie thrombose,
on fait, OK, mais en fait, moi, je vais pas faire celui-là. Mais en fait, c'est pas un mécanisme de… C'est pas un mécanisme… On commence à comprendre le mécanisme de ces thromboses-là et c'est un mécanisme immunitaire. Donc, c'est vraiment lié à la stimulation par le vaccin. Et d'ailleurs, on pense on attend des données complémentaires, mais on pense que c'est lié qu'à la première dose d'AstraZeneca. Parce qu'après la deuxième dose d'AstraZeneca, pour l'instant, on n'a aucun cas rapporté de thrombose. Donc, on attend les données complémentaires de l'Angleterre où ils sont en train de faire la deuxième dose à des centaines de milliers de gens. Donc, on attend d'être sûr. On laisse aussi passer un peu de temps parce que c'est dans les 14 jours après la vaccination. Mais on a l'impression que c'est qu'après la première dose. Ce qui est une info importante aussi parce que tous ceux qui ont eu la première dose en Belgique et qui ont moins de 55 ans se demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire. J'ai eu une dose d'AstraZeneca, j'ai moins de 55 ans et on me dit que je ne peux pas faire la deuxième, en fait. Enfin, quel vaccin est-ce que je vais avoir en deuxième? Est-ce que je vais avoir autre chose? Est-ce que je vais devoir recommencer avec un autre vaccin, etc. Et donc, si on a suffisamment d'éléments, on devrait avoir ça dans 15 jours, pour dire qu'en fait, la deuxième dose n'est pas un risque. Et donc, si vous avez fait la première sans problème, la deuxième, il n'y a pas du tout de risque, il ne faut pas vous en faire, alors on dira à ces gens-là, vous n'en faites pas, allez faire votre deuxième. Mais par contre, on arrête les premières doses chez les moins de 55 ans, même si le risque est faible, il existe et on n'a pas envie de le prendre, simplement. La campagne de vaccination est trop importante, elle est aussi là pour durer. Il faut se rendre compte qu'on va vacciner pendant des années. Il ne faut pas se leurrer. On va vacciner pendant des années et donc partons sur de bonnes bases, faisons les choses correctement, documentons ce qui se passe, prenons des décisions un peu intelligentes. Enfin, voilà, ne faisons pas comme ça. Il faut vacciner un maximum et si on faisait n'importe quoi. Non. Faisons les choses correctement, prenons du temps parce qu'on va vacciner pendant les 10 prochaines années, je pense. Merci. Pour pouvoir vivre normalement. Ah bah oui. C'est ça. Comme beaucoup de vaccins, cela dit, parce que les gens ont oublié qu'en fait, la vaccination, elle est là depuis des dizaines d'années de fait, plus d'un siècle. Et que elle est permanente, donc ça n'a pas l'air de tuer tant de gens que ça, finalement. Non, et probablement que ça en sauve beaucoup. Nos grands-parents, nos grands-parents perdaient des enfants, quand nos grands-parents étaient petits, même non, jeunes, pas petits, plutôt jeunes, les enfants mouraient de diphtérie. Donc, ils avaient ce truc qui arrivait cette bactérie qui se mettait dans la gorge et qui les étouffait ou qui les faisait mourir de problèmes cardiaques. Maladie qui est totalement oubliée aujourd'hui. Vous parlez de diphtérie à quelqu'un, il fait « Pardon, qu'est-ce que c'est ?» Et les enfants mouraient de diphtérie. Il y avait plein d'enfants qui mouraient de diphtérie. C'était des épidémies, c'était tout à fait horrible. Et quand la vaccination est arrivée, je peux vous dire que quand c'est une épidémie qui frappe les enfants, il y a personne qui se prend la tête. Je veux dire, on vaccine à la seconde où le vaccin est sur le marché et c'est parti, quoi. Parce qu'évidemment, c'est insupportable de voir mourir des enfants. C'est tout à fait insupportable. On est bien d'accord. Ici, OK, on est à une autre époque. OK, ce n'est pas des enfants. OK, c'est des gens qui meurent à l'hôpital. OK, c'est des personnes parfois plus âgées. Mais enfin, excusez-moi, pas toujours. Nous, on a des gens qui meurent qui ont 50, 60 ans. Ce n'est pas des gens qui avaient fini leur vie, quoi. Il ne faut pas rigoler quand même. Donc, oui, je pense que c'est vraiment important Et nous, quand on a de l'hésitation vaccinale, je parle avant le Covid, on pouvait expliquer ça en se disant les gens ne connaissent plus ces maladies. Ils savent plus ce que c'est la rougeole, ils savent plus ce que c'est la diphtérie, ils savent plus ce que c'est la polio. Donc, quand on leur dit qu'il faut faire ces vaccins-là, ils font un peu ouais, mais pourquoi? Mais il n'y a plus ces maladies-là. Il n'y a plus parce qu'on vaccine. Okay, donc ça, il faut leur faire comprendre. Mais maintenant, on est dans un mécanisme différent parce qu'on est dans une pandémie qui a paralysé le monde, qui nous empêche de vivre correctement. Et pourtant, on doit convaincre les gens de se vacciner. Et donc ça, c'est complètement autre chose. On s'y attendait, puisqu'on est dans une époque qui est très compliquée en termes de communication à cause de l'afflux d'informations qui part dans tous les sens, du manque de confiance dans les institutions. Ça, c'est des choses qu'on sait bien. Et donc, on se doutait que ça n'allait pas être facile et que ça n'allait pas être comme ça. Mais c'est un mécanisme différent de ce contre quoi, d'habitude, on essaye de travailler en disant « Alors, on va vous raconter ce que c'est la rougeole, parce qu'on voit que vous avez oublié. En fait, vos grands-parents, ils avaient des enfants qui mouraient de la diphtérie. » Voilà, on remet un peu dans le contexte. Ici, normalement, on ne doit pas remettre dans le contexte. Ici, normalement, tout le monde connaît le contexte.
Mais il y a d'autres choses qui font que les gens ont parfois du mal à adhérer, et ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis là ce soir. C'est vraiment essayer de donner des explications sur les mécanismes qui entretiennent les doutes, quoi. Merci. Tout à fait. Est-ce qu'il a d'autres questions? Quelqu'un a envie de rebondir par rapport à ça? Si j'ai bien compris, je voulais rebondir justement par rapport à ça, quand vous avez parlé tout à l'heure de la peur. Moi, je me demande justement pourquoi tellement de peur, de méfiance par rapport à la vaccination. Je pense que, voilà, peut-être qu'il a votre réponse par rapport à une forme de, si pas de disparition, mais d'éloignement de certains types de maladies. Enfin, justement, c'est paradoxe, en restant dès l'arrivée, l'existence des vaccins et le fait que les gens ne les connaissent plus. Et à mon avis, il y a aussi les faits la méfiance par rapport à l'industrie pharmaceutique. Il y a fort des mystères qui existent autour de ça. Et puis, enfin, actuellement, je pense qu'il y a aussi une forme d'amplification à partir des réseaux sociaux, justement, C'est le moins qu'on puisse dire. c'est ça, l'amplification de cette peur, de cette forme de paranoïa parfois. Mais Ouais. est-ce que ça a toujours existé? Est-ce qu'à l'époque, enfin, c'est pas Donc, peut-être les anti-vax, les mouvements anti-vax ont commencé à exister quand la vaccination a existé. Donc, il y a toujours eu un parallèle entre les détracteurs de la vaccination, l'existence des détracteurs de la vaccination et la vaccination. Ça a toujours existé, ce n'est pas un nouveau phénomène, mais il est parfois plus important, parfois moins important. Il fait partie de l'anthropologie humaine de la vaccination. Mais on est, je pense, dans une époque qui peut vraiment faire exploser ces doutes quant à la vaccination. Et donc, on a un vrai travail à faire parce qu'il y a en effet toute une série de choses qui sont conjointes pour que les mouvements de doute par rapport à la vaccination explosent. Et entre autres, vous parlez de l'industrie pharmaceutique, et ça, c'est sûr et certain que ça alimente les théories du complot, et que, par exemple, on peut toujours rêver, hein, mais si les vaccins étaient un bien public, donc si ça ne dépendait pas de firmes pharmaceutiques, si vraiment ça appartenait au monde, que voilà, ça nous appartenait à tous, que les brevets vaccinaux nous appartenaient à tous, il y aurait déjà tout un truc qui serait dégonflé, toute une partie de ces théories du complot qui serait dégonflée. Maintenant, ce n'est pas que les vaccins, hein. Je veux dire, le Dafalgan, c'est une firme pharmaceutique. Les antibiotiques, et pourtant, mon Dieu, comme les gens mangent beaucoup, beaucoup des antibiotiques et n'hésitent pas à en prendre à mauvais escient d'ailleurs, et personne ne se pose la question des firmes pharmaceutiques des antibiotiques, quoi. Personne ne se pose la question des firmes pharmaceutiques du Dafalgan. Et c'est pas parce qu'il y a une firme pharmaceutique derrière l'antibiotique qu'on va questionner son efficacité. Non. Alors, pourquoi avec les vaccins? Parce que c'est de la prévention, parce que ça devrait être un bien public. Ça, c'est mon avis, un avis totalement communiste et gauchiste, mais je m'en fiche. La vaccination devrait évidemment faire partie du bien public, et en plus, ça nous aiderait à améliorer la confiance dans la vaccination. Maintenant, les contrôles à notre époque sont tels sur les firmes pharmaceutiques que oui, bien sûr, ils se font un paquet de fric, bien entendu, mais ils peuvent vraiment pas faire n'importe quoi avec leurs vaccins. Je veux dire, il y a vraiment des procédures tellement comme ça du début à la fin, avec des organismes de régulation qui ont été mis à des endroits clés et qui fonctionnent, du type comme en Belgique, la FMPS, donc l'Agence du médicament. Au niveau de l'Europe, on a l'Agence européenne du médicament, donc l'EMA. Au niveau des États-Unis, on a la FDA. Tout ça, c'est des organismes publics. Ce n'est pas des organismes privés. Ils ne sont pas liés aux firmes de vaccination. Donc, c'est des organismes indépendants des firmes pharmaceutiques et qui exercent un contrôle et une régulation sur les firmes pharmaceutiques. Donc, comme on n'a pas réussi à rendre les vaccins ou les autres médicaments d'ailleurs gratuit pour tout le monde, on a, du coup, c'est moins bien, mais bon, c'est déjà pas mal,
on a mis des organismes indépendants de régulation et qui font leur boulot. Je veux dire, ils ont baqué des vaccins. Hein. Je veux dire, il y a plein de vaccins Covid qui ne sont jamais arrivés sur le marché parce qu'ils étaient à moitié pas efficaces, parce que s'il n'y avait pas d'organisme de régulation, on aurait eu 200 vaccins Covid différents avec toutes les firmes qui disaient « Oh oui, 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 ça marche très, très bien, ça marche très bien ». Alors que non, bien entendu, qu'il y a des contrôles extrêmement stricts. Ce n'est pas pour rien que Sputnik n'est toujours pas chez nous. C'est parce que donc, le vaccin russe, l'Agence européenne du médicament, elle a besoin d'un dossier solide et les Russes on peine un peu à leur donner un dossier solide parce que pour eux, pour leur propre population, ils n'ont pas fait de dossier solide. Je crois qu'ils ont un vaccin qui fonctionne bien, mais pour avoir l'autorisation de l'EMA, donc de l'Agence européenne du médicament, pour le distribuer en Europe, il faut faire les études, nanana. Enfin, il y a toute une série de conditions. C'est pas juste comme ça, quoi. Donc, on a mis ça en route pour essayer de contrer le fait que c'était pas, voilà, que malheureusement, c'est pas un bien public. Mais les doutes, les hésitants vaccinaux ont toujours existé. Il y a l'amplification par les réseaux sociaux. Et alors, il y a, à mon sens, quelque chose de très important parce que ça fait le terreau du doute et des théories du complot, c'est le manque d'éducation à la santé de notre population. Et donc, vraiment, je le savais déjà, mais la crise du Covid me le met en plein au milieu de la figure. Les gens ont vraiment très, très, très peu d'éducation à la santé. Ils ne savent pas très bien ce que c'est un vaccin, ils ne savent pas très bien comment ça marche, ils ne savent pas très bien ce que c'est un virus, une bactérie, comment ça marche aussi. Ils ne savent pas très bien qu'est-ce que ça fait d'avoir une pneumonie, pourquoi est-ce qu'on n'a plus d'oxygène, qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus d'oxygène. Moi, j'ai des patients Covid qui ont de l'oxygène à énorme concentration, parce que sinon, ils vont juste tomber là, et qui me disent « j'en ai marre, je vais m'en aller, je vais rentrer chez moi ». Alors, je leur dis « mais vous ne pouvez pas rentrer chez vous, si vous retirez l'oxygène, vous allez tomber. Vos organes, ils arrêtent de fonctionner s'ils n'ont plus d'oxygène. » Et ils me regardent et ils ne savent pas de quoi je parle. Donc, le fait que notre corps soit irrigué avec du sang dans lequel il y a de l'oxygène qui apporte de la nourriture à tous nos organes pour que nos organes fonctionnent, ça, je crois qu'il y a toute une partie de la population en Belgique qui ne le sait pas, ou en tout cas, ce n'est pas clair dans leur tête. Et c'est vraiment des choses qui, pour moi, sont des bases de la santé, qui permettent de rester en bonne santé tout au long de la vie. Et c'est des bases de la santé, c'est comme manger sainement, c'est comme faire du sport, qu'on doit apprendre quand on est petit. Et nos grands-parents, ils avaient des cours d'hygiène qui leur apprenaient ça. Pourquoi il faut se laver les mains après être allé aux toilettes. Pourquoi, enfin voilà, ce genre de choses qui donnaient des notions de base pour rester en bonne santé et qu'on ne fait plus. Ce n'est pas la peine de les appeler des cours d'hygiène, on peut leur donner un nom plus moderne. Mais on ne fait plus ça. On fait en secondaire, on fait de la prévention des infections sexuellement transmissibles. Ça, on fait. Ça a commencé après l'épidémie de sida. Mais donc, quand on a une épidémie, on se rend compte que les gens ne sont pas bien informés, il faut mettre quelque chose en route. Eh bien, on a une épidémie, on se rend compte que les gens ne sont pas bien informés, il faut mettre les choses en route. Et pour moi, il faut mettre des trucs en maternelle et en primaire sur des petites bases d'éducation à la santé, des petites bases aussi d'interprétation scientifique, de savoir reconnaître une notion scientifique et une connerie. Et ça, franchement, dans notre population, évidemment, je pense aux réseaux sociaux, les gens n'arrivent pas, ils sont aussi submergés d'informations, mais ils ont du mal à faire la différence entre un truc fiable et une connerie. Et donc ça, ça commence à être dans les écoles. Moi, je vois que mes enfants, ils commencent à avoir de l'éducation aux médias, etc. C'est pas mal, l'éducation aux médias, pour ne pas mettre n'importe quelle info sur Facebook. D'accord, mais ce n'est pas tout à fait ça. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment une éducation à la science, à ce qui est fiable dans la science, mais aussi aux incertitudes de la science. Parce que ce qui a complètement énervé les gens pendant toute cette pandémie, c'est que les scientifiques disaient « je ne sais pas, on ne sait pas encore, on saura bientôt, on n'est pas sûr ». Et qui disaient « mais ils sont cons ou quoi ces scientifiques? Comment ça se fait qu'ils ne sachent pas? Ils devraient savoir ». Mais non les gars, la science, ce n'est pas ça. La science, c'est attendre d'avoir des bonnes données pour prendre des décisions. C'est ça la science. Et ça
c'est complètement une notion qui n'est, je pense, pas du tout dans la tête de la plupart de la population et qu'il serait bon d'enseigner en primaire, quoi. Pour moi, et c'est tout à fait facile d'enseigner quelques notions comme ça en primaire et de se dire qu'après, on a un bon terreau pour pouvoir avoir une population en bonne santé qui se prend bien en charge, quoi. Moi, j'ai une réflexion qui me vient là-dessus, c'est surtout la question justement de la définition même de la science, qui aujourd'hui est complètement hors champ dans sa compréhension, parce qu'on l'estime, et beaucoup de ces gens-là, notamment anti-vax entre autres, l'estiment comme une simple croyance, comme parmi d'autres. Je veux dire, ça c'est du même raisonnement que nous ne sommes pas allés sur la Lune, c'est le même objectif. Et puis si on dit le contraire avec des preuves scientifiques, il n'y a pas de preuves parce que chaque tâche décide d'y croire ou pas en fait. Donc déjà ça, je pense que c'est déjà un élément fondamental et qui est difficile à mettre dans l'éducation parce que là on rentre dans des questions justement qui sont plus, enfin je dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis que c'est compliqué parce que on est je pense que face c'est plus simple quand on est petit. Religieux entre guillemets, si vous voulez. Ouais, je pense que ça peut être facile quand on est petit. Justement, d'où l'intérêt de le faire quand on est petit plutôt que quand on est grand et qu'on est déjà imprégné de trucs. C'est là que je suis aussi interpellé par rapport à leur déficit éducatif concret, parce que bon, moi je ne suis pas si vieux que ça, et fondamentalement, la question de circulation du sang, les systèmes sanguins, nerveux et autres, j'ai appris ça en cours de biologie naturellement en primaire, je dirais, puis en secondaire. Et ça a été constamment redit, constamment redémontré par tous les moyens. J'ai eu finalement des cours d'anatomie carrément sur cadavre. Donc, enfin, tout le monde ne l'a pas, certes, mais dans les cours de base, tout le monde n'a pas envie non plus, mais je veux dire, dans les cours de base, vraiment, ça faisait partie du cursus. Alors, où est passé ce cursus? Ça, je me demande, en fait. Est-ce qu'il y a des cours, soi-disant, où est-ce qu'il est passé, ou est-ce qu'il est devenu complètement, comme je pense malheureusement parfois une partie des cours, est-ce qu'il est devenu complètement académique sans mettre les choses en perspective avec la réalité? Moi, je vois les cours de mes filles, elles récitent le système digestif, non. D'accord, mais est-ce que tu as compris que ça veut dire que quand tu bouffes, tu as compris ce qui sort quand tu fais caca? C'est ça la question. Okay. Est-ce que tu mets dans la réalité? Qu'est-ce que ça veut dire si tu manges plus de fruits ou plus de légumes? Qu'est-ce que ça veut dire si tu manges plus de fruits et légumes pendant 3 jours? Est-ce que tu as compris le rôle des fibres? Est-ce que tu as compris pourquoi? Voilà. Et donc, il y a aussi une façon d'enseigner, de remettre les choses en perspective dans notre quotidien et pas juste dire on va leur taper des connaissances et voilà. Et est-ce qu'elles savent réciter? Oui, ça va, elles savent réciter, c'est bon. Et ça, bon, mais ça, c'est la façon d'enseigner. Parce que nous, dans une réaction de jeunesse, par exemple, nous, donc la question éducative est fondamentale et centrale. Et là, il y a effectivement quelque chose qui semble. Et il y a quelque chose à tirer de la crise. Mais j'ai pas eu des notions aussi vagues que ça. Moi, je veux dire, encore une fois, les notions médicales que j'ai, je les ai apprises au préalable et c'est à l'école. Elles ne sont pas venues du ciel, elles ne sont pas venues par mon seul intérêt. Je veux dire, on me les a données, en fait, concrètement. Et donc, je ne comprends pas où elles sont passées depuis lors. C'est ça qui me dépasse un peu, vous voyez. Non, tout à fait, mais je pense qu'en tout cas, enfin, moi, au quotidien, dans l'interaction avec mes patients, etc., j'identifie vraiment des lacunes, même ce que c'est qu'un vaccin, quoi, hein, à quoi ça sert. Je ne sais pas si vous avez vu ce tweet magnifique d'un anti-vax notoire qui met « J'ai eu une idée. Si, au lieu d'injecter des vaccins aux gens, on injectait la maladie atténuée, comme ça, ils font des anticorps et s'ils sont confrontés à la vraie maladie, ils sont protégés. » Et donc, j'étais là, waouh. Qui réinvente la roue. Il réinvente la vaccination, donc merci. Et donc, voilà, en fait, ce gars qui est anti-vax ne sait pas ce que c'est un vaccin. Et je pense que beaucoup de gens ne savent pas tout à fait ce que c'est mélange. Je pense que c'est le virus complet. Ben, ce n'est pas la peine de faire un cours de vaccinologie. Mais juste redire le concept, quand ils vont faire leur vaccin, là, quand ils ont 7 ans, 8 ans et qu'ils vont faire leur vaccin, et mettre ça dans le contexte, par exemple, et dire alors, vous savez ce qu'on vous fait aujourd'hui? Ce n'est pas seulement une piqûre, c'est quoi? C'est pour ne pas attraper telle maladie. Et c'est quoi cette maladie? Hop, hop, hop. Voilà, moi, je pense qu'il y a vraiment… C'est comme le sida, c'est comme l'épidémie de sida où moi, voilà, j'étais dans les années 80, fin des années 80 en secondaire et on m'a brainwashé du soir au matin et du matin au soir avec les capotes, la prévention, blablabla. Bla. Eh bien, que cette crise soit l'occasion de faire la même chose
sur des petites choses où on peut identifier, mettre le doigt sur le fait qu'il y a des lacunes chez nos enfants, enfin chez nos futurs adultes, et se dire qu'on peut faire quelque chose, c'est pas compliqué. Et on pourrait au moins commencer par ça. Et puis après, il y a toute la gestion de la confiance dans les institutions, de la confiance dans la science, des firmes pharmaceutiques, en effet, mais aussi de la connaissance des gens, des mécanismes de régulation. Oui, il y a des firmes pharmaceutiques qui se font un fric monstre et c'est tout à fait écœurant, mais il y a aussi on n'a pas juste laissé faire comme ça, il y a aussi des mécanismes de régulation qui existent et qui fonctionnent. Et ça, il faut peut-être le redire aussi. Mais c'est vrai que c'est une cacophonie. Depuis le début de la pandémie, c'est une cacophonie. C'est très compliqué de faire passer des messages parce que tous les messages sont noyés. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait réfléchir sur la façon de communiquer aux gens dans un contexte de crise. Ici, on est dans une crise sanitaire, mais je veux dire, on a eu les attentats il y a 5 ans. Voilà, on aura encore des crises où on aura envie de communiquer à la population de façon efficace et chouette et adéquate. Et pour l'instant, franchement, on n'est pas doué, donc soyons un peu créatifs là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus? Est-ce qu'on les écoute, ces gens? Ça serait vraiment intéressant de travailler aussi sur les modes de communication, quoi. Tout à fait. Ouais, effectivement, il a un énorme travail à faire au niveau structurel, au niveau de l'enseignement, de l'éducation en général, de l'éducation formelle et non formelle. Nous, en tant qu'organisation en jeunesse, il a quand même des chouettes exemples aussi des assos. Chez nous, il a l'Attitude Jump, par exemple, qui travaille sur la question de l'éducation à la santé à partir des projets. Donc, il y a quand même des choses qui se font, mais voilà, c'est peut-être pas encore assez pour notre époque. Je voulais vous poser une autre question. Tout à l'heure, vous parlez de la question du public, des institutions publiques. Alors, je voulais connaître votre point de vue, disons, enfin, éthique. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à la proposition, à l'éventuelle mise en application du carnet vaccinal européen, de ce fameux carnet vert? Est-ce que c'est une fausse bonne idée? Est-ce que c'est possible de concilier justement la protection de la collectivité face à une forme de perte des libertés individuelles, comme beaucoup de personnes Je le pense que pensent ce n'est pas une actuellement? perte de liberté, on peut voir les choses, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Pour moi, le carnet vert, c'est une restauration de liberté. C'est parce que ça soit, pour l'instant, ça ne sera pas que vaccin, ça sera vaccin ou test, ou j'ai fait le Covid il n'y a pas longtemps, donc j'ai des anticorps, etc. Mais ça va nous permettre de revoyager et il ne faut pas se tromper de combat. Il y a des certificats de voyage de vaccination depuis des années. Moi, je travaille dans une clinique du voyage, je travaille à la Travel Clinic, et il y a la vaccination fièvre jaune qui est obligatoire pour l'entrée dans plein de pays du monde parce qu'ils essayent de limiter les épidémies de fièvre jaune. C'est une très bonne On a dû le idée. faire, nous, quand on était allé en Colombie, par exemple, en Voilà. 2014. Là, et on a une carte jaune depuis lors. Qui s'offusque de ça? Personne. Personne ne s'est jamais offusqué du fait que… Et c'est un vaccin payant, hein, je tiens à le dire. Donc, vous payez la consulte et vous payez le vaccin. Donc, vous en avez pour minimum 50 balles. OK, ce n'est pas pour le monde entier, mais c'est pour plein de pays. Il y a toute l'Afrique subsaharienne, il y a toute l'Amérique du Sud, il y a toute l'Amérique centrale. Donc, voilà, OK, il n'y a juste pas l'Asie, pas l'Europe et puis pas le Maghreb, quoi. Personne ne s'offusque de ça. C'est une régulation, c'est une loi sanitaire. Et elle est d'application dans la loi. On est obligé, on vous contrôle, on contrôle votre carnet jaune, pas tout le temps, mais on est susceptible de vous contrôler tout le temps. Vous devez l'avoir, vous devez montrer patte blanche, on a le cachet, la date de vaccination, blablabla. Tout le monde s'en fout. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Pourquoi on fait ça? Pour limiter les épidémies et l'importation de fièvre jaune dans des pays où il n'y a pas de fièvre jaune. Est-ce qu'on est dans quelque chose de différent du Covid? Pas du tout. On est dans la même chose. Et en plus, donc on essaie de limiter l'importation des cas.
on protège et les gens et la collectivité. C'est la même chose pour la fièvre jaune, parce que la fièvre jaune, vous êtes protégé de la maladie, mais en plus, comme vous ne pouvez pas l'attraper, le moustique qui vous pique, il ne va pas être contaminé avant d'aller piquer quelqu'un d'autre. Donc, vous limitez la maladie et vous protégez vous-même et la collectivité. Vaccin Covid, vous protégez vous-même et vous protégez la collectivité. Où est la différence? Il n'y a pas de différence à part la liberté individuelle. Mais non, la liberté individuelle, c'est de pouvoir aller voir ces putains de familles et d'amis à l'étranger. C'est ça la liberté individuelle. Et vous devez faire pour ça un vaccin gratuit en plus. Où est la limitation de liberté? Il ne faut pas se tromper de combat. Vraiment, là, on est en train de trouver des solutions pour restaurer la liberté de voyager en sécurité pour soi et pour les autres. Et ça, c'est la liberté. La liberté, c'est de voyager en sécurité pour soi et pour les autres. Et on l'a fait pour la fièvre jaune. Et pour moi, vraiment, il faut absolument le faire pour le Covid. Vraiment. Et quand il y aura assez de vaccins pour tout le monde, il faudra un passeport vaccinal. Enfin, ça, c'est mon avis. Pour moi, il faut un passeport vaccinal Covid. Comme la fièvre jaune, même chose. On a déjà les carnets. On a déjà les carnets jaunes. On peut juste mettre le Covid en dessous. Il n'y a pas de problème. Et en plus, c'est gratos, quoi. Donc, je veux dire, où est la restriction de liberté? Il n'y a pas de contre-indication à ce vaccin. Il n'est pas dangereux. Alors, il y aura l'AstraZeneca, blabla. Ok, non, ça ne sera pas l'AstraZeneca parce que j'ai moins de 55 ans. Mais je veux dire, il ne faut pas rigoler. Hein. Dans 1 an ou 2, on aura oublié tout ça. Il y aura les vaccins Covid qui seront safe, qui seront les 2e ou les 3e générations, où on ne se prendra plus la tête, comme la fièvre jaune, quoi. Voilà, la fièvre jaune, on le connaît depuis les années, c'est un vaccin qui existe depuis les années 30. Il a été donné à des centaines de millions de gens. Il a un passeport vaccinal fièvre jaune et ça ne pose aucun problème. Et il faudra faire, on se prend beaucoup la tête en parlant de liberté individuelle, mais à mon sens, on se trompe de combat. Tout à fait. Je pense qu'Anaïs voulait réagir par rapport à ça. Oui, en fait, je comprends ce que le médecin veut dire, mais je pense qu'il faut aussi se mettre du côté des citoyens et c'est un peu intrusif selon moi, dans le sens que voilà, vous n'avez pas, si vous ne faites pas votre vaccin, etc., alors vous ne pourrez plus voyager comme vous voulez. Mais c'est la même chose pour la fièvre jaune. Oui, d'accord, mais là, on ne prend pas le temps de nous expliquer. C'est pas maintenant le passeport vaccinal. Oui, le passeport vaccinal pour les voyages, c'est pas maintenant. Oui. Ça sera... Ah oui, non, je sais bien que c'est pas maintenant, c'est pas encore Donc, maintenant. on prendra tout le temps de vous expliquer. Par ailleurs, je ne pense pas qu'on ait pris le temps d'expliquer pour la fièvre jaune, vous savez. Je pense qu'on a juste fait, c'est obligatoire, point. Et si vous voulez aller en Amérique du Sud, vous vous vaccinez, point barre. Si vous voulez faire un safari au Kenya, vous vous vaccinez. Ah, mais moi, j'ai fait le vaccin de la fièvre jaune parce que j'étais en Afrique. Donc voilà, c'est pas ça. Mais je veux dire juste que dans le sens que je peux comprendre les gens qui… Mais en quoi est-ce que c'est différent pour vous? Comment est-ce que vous définissez la différence entre le passeport vaccinal fièvre jaune pour certains pays et un éventuel passeport qui ne sera pas tout de suite, puisque là, pour l'instant, il y a encore les PCR, tout le monde n'a pas accès au vaccin, mais un éventuel passeport vaccinal pour une autre maladie? Disons qu'on oublie le Covid. Disons que tout à coup, on fait un passeport vaccinal pour l'hépatite A. Donc, on vous dit, vous ne pouvez pas partir dans ces pays-là si vous n'avez pas votre vaccin hépatite A, parce que ça vous protège, vous, et ça protège les autres, comme la fièvre jaune. Est-ce que vous êtes choqués? Non, pas forcément. Non. Pourquoi c'est différent pour le Covid? Justement, Covid? Oui, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre alors le Covid pour faire ça? Mais parce que en fonction des maladies, c'est ça que je trouve ça un peu vicieux, moi. Non, parce que ça a un sens ou pas en fonction des maladies. Il y a des maladies qui ne sont pas contagieuses. Le tétanos. Le tétanos, vous vous vaccinez contre le tétanos pour vous protéger vous-même. Mais si vous attrapez le tétanos, vous n'êtes pas contagieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça dépend des maladies. L'hépatite A, on vaccine les enfants pour protéger les autres. Parce qu'eux, ils ne sont pas très malades de l'hépatite A, mais ils sont ultra contagieux. Si vous avez 60 ans ou plus que 60 ans, on vous vaccine pour l'hépatite A pour vous protéger vous, parce que vous risquez de faire un truc beaucoup plus sévère. Le Covid, c'est la même chose. On réfléchit à la maladie. On vous vaccine pour vous protéger vous et pour protéger les autres, comme la fièvre jaune. Donc, on est dans le même type
de contrôle sanitaire d'épidémie que la fièvre jaune. Et du coup, si on est dans le même type de maladie et de contrôle sanitaire, ah ben, on fait la même mesure. Et la mesure, c'est quoi? C'est la mise en place d'une carte de vaccination obligatoire, comme on a fait pour la fièvre jaune, parce que c'est la même chose, c'est le même type de maladie. Voilà. Alors que le tétanos, on s'en fout. Vous ne vous vaccinez pas contre le tétanos? Eh ben, vous mourrez du tétanos. OK, ça c'est il n'y a pas de problème. Mais comme ça n'est pas contagieux comme maladie, il n'y a aucune incidence sur les autres. Donc, on ne va pas mettre un passeport sanitaire pour le tétanos, puisque ça n'implique que vous. Donc, ça dépend des maladies. C'est pour ça qu'on ne fait pas ça pour tous les vaccins. Mais ici, on est vraiment dans exactement le même type de scénario que la fièvre jaune, où on essaye de limiter l'expansion. C'est exactement la même chose. Du coup, on se dit qu'on fait la même mesure, quoi. Je pense qu'il y a une autre personne qui voulait réagir par rapport à ça. Tom? Oui, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Merci pour la présentation déjà. En fait, je suis étudiant en premier et la présentation était très intéressante. Attends. Et de deux, je voulais demander, est-ce que ce serait possible d'avoir une attestation de présence pour ce séminaire ou pas? Ça, c'est pas moi qui réponds, je pense. Ah, ça va. Non, mais oui, voilà, c'est la c'est SBL. possible. Oui. Okay, merci beaucoup. Enfin, je suis en 4e année, du coup, on a besoin aussi de formation continue. Mais bon, d'ailleurs, je trouve que la présentation était très bien et je trouve c'est un peu triste que pas tout le monde puisse suivre une telle présentation avec voilà, des sources probantes et des diagrammes qui montrent vraiment ce que c'est la réalité et non pas les médias qui diffusent des données très différentes. Et, voilà. Et aussi de faire la comparaison avec les vaccins anciens, ou voilà, avec la polio et le tétanos, pour vraiment démontrer qu'en fait, ce vaccin-ci, c'est un vaccin comme les autres aussi. Mais voilà. C'est comme, je vais faire un parallèle avec ce que je faisais avant le Covid, parce que je faisais d'autres choses en fait. Je travaillais beaucoup avec des patients atteints du VIH, donc du virus du sida. Et dans certaines populations, il y a vraiment encore un énorme tabou autour du VIH. Donc, c'est difficile d'en parler, et du coup, c'est difficile de parler de prévention. Enfin, bon, c'est compliqué. Et donc, il y a tout un truc, toute une réflexion sur le fait de banaliser le VIH, que ça soit une maladie comme les autres. Par exemple, de proposer un dépistage aux gens en disant « Je vais vous faire une prise de sang. Là-dedans, on va regarder s'il n'y a pas de diabète, s'il n'y a pas de cholestérol, si vous n'avez pas d'anémie, si vous n'avez pas d'hépatite ou de VIH. » Voilà. Donc, hop, ça passe. Mais on banalise un peu le truc, quoi. C'est comme dans nos centres de consultation, il y a plein de patients VIH, mais il y a aussi plein d'autres gens. Et on a mis des affiches où on a mis des trucs sur la tuberculose, des trucs sur la pneumonie, des trucs sur le VIH, mais au milieu du reste. Comme ça, c'est une maladie comme les autres, quoi. Et en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que je voudrais que le vaccin Covid, ça devienne un vaccin comme les autres. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que vous dites, parce que vous dites c'est bien de montrer la polio, le tétanos, et que le vaccin Covid, quelque part, c'est jamais qu'un autre, quoi. Et c'est exactement ça. Moi, en fait, s'il y a bien un truc, à part les hospitalisations qui sont à nouveau très, très fortes maintenant, mais s'il y a bien un truc où j'aimerais que le temps passe, c'est dans 1 an ou dans 2 ans, me dire qu'on parlera du vaccin Covid comme on parle des autres. Là, il y aura le vaccin fièvre jaune, le vaccin tétanos, le vaccin hépatite A et le vaccin Covid. Hop! Et parce que là, c'est le vaccin Covid, le vaccin Covid, le vaccin Covid. Et je peux vous dire qu'il y a un nouveau vaccin contre le Zona qui est sorti au mois de novembre. Personne n'en a parlé. Personne. Et pourtant, il y avait 3000 personnes dans les études cliniques. Alors que les vaccins Covid, il y a 40 000, plus 45 000, plus 30 000. Donc, on doit être à 100 000. 100 000 personnes dans les études cliniques versus 3 000. Et c'est lequel dont on parle? C'est le vaccin Covid. Où on a des doutes, alors qu'en fait, c'est le mieux documenté du monde, quoi, du monde entier.
je voulais encore demander, tout au début de la présentation, vous avez donné l'image de pourquoi est-ce que les vaccins sont très efficaces, parce que vous avez dit qu'avec la technologie et l'avancement de la science et tout ça. Par contre, j'avais maintenant parlé avec une personne qui m'a dit, oui, mais il y a 20 ans, on nous a aussi dit que contre le HIV, on va trouver un vaccin, mais on n'a toujours pas encore trouvé. Et là, je me dis peut-être que l'intérêt des firmes pharmaceutiques n'est pas au niveau de maintenant trouver un vaccin Covid. Oui, sauf qu'en fait, le vaccin, le VIH, c'est comme l'hépatite C. C'est un virus qui est complètement, qui est ultra compliqué parce qu'il mute tout le temps. Donc même, vous avez quelqu'un qui a le VIH et quelqu'un d'autre qui a le VIH à côté, c'est 2 virus différents. Donc vous vous rendez compte, je veux dire, il y a autant de variants de VIH qu'il y a de personnes infectées par le sida dans le monde, quoi. Donc un vaccin, c'est la folie totale. Alors, attention, moi je suis persuadée que maintenant, au stade actuel de technologie où on est, je pense qu'on va trouver. Je dis souvent à mes patients que je ne pense pas que ça sera notre génération. Moi, j'ai 42 ans, voilà, donc j'ai encore 20 ans. Mais la génération de mes enfants, j'y crois complètement. Qu'il y aura un vaccin contre le VIH voilà, soit à la fin de ma génération, soit à la génération de mes enfants. J'y crois parce qu'on est à un niveau de technologie maintenant qui est un truc où on peut un peu faire ce qu'on veut, quoi. Donc, j'y crois totalement. Mais c'est la raison pour laquelle, et en plus, surtout dans les années 80, mais même maintenant, on avance beaucoup mieux dans la recherche du vaccin, mais on se heurte à ce truc vraiment, ce virus compliqué, comme l'hépatite C. Hein. L'hépatite C, on n'a pas de vaccin non plus. On a des traitements, mais on n'a pas de vaccin contre l'hépatite C. Le coronavirus, on a cette chance que c'est un vaccin, c'est un virus de base, quoi. C'est un virus simple. En plus, c'est un virus enveloppé, donc il a une belle enveloppe avec une jolie couronne. Et la couronne, c'est vraiment le truc qui dépasse, c'est moi la cible du vaccin. Donc, OK, donc c'est visible comme le nez au milieu de la figure, c'est facile à cibler et c'est vraiment le virus de base. Ce n'est pas du tout un virus, comment dire, vicieux ou enfin compliqué comme l'hépatite C. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y a l'hépatite C, il y a le HIV et je ne sais plus, il y en a un comme ça où tout le monde dit celui-là, ça va vraiment être compliqué, on trouvera, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Par contre, le coronavirus, c'était une des bonnes nouvelles au début de la pandémie. C'était que la pandémie était provoquée par un coronavirus et que ça, on sait que faire un vaccin contre un coronavirus, ça va, en fait. Franchement, il y a moyen. C'est un peu comme une grippe, quoi. Ils avaient dit hein, que si pandémie il y avait, ça serait un virus grippal ou un coronavirus. Ils avaient dit parce que c'est des virus respiratoires contagieux. Et donc, le VIH, il faut quand même coucher avec les autres pour le transmettre. Donc, à un moment, on peut quand même essayer de couper un peu la contagion, en tout cas, essayer dans certains groupes, dans certains endroits. Ce n'est pas le truc qui va se répandre comme une traînée de poudre, s'il est identifié, à la vitesse d'un virus respiratoire. Un virus respiratoire contagieux, c'était essentiellement les grippes et les coronavirus, et ils avaient dit que ça serait un des deux. Quand on regarde les virus qui circulent à la surface de la Terre, c'était assez évident que ça serait un des deux. Bon, bah voilà, c'est un corona. Ce n'est pas une grippe. C'était une grippe la fois passée, en 2011, le H1N1, c'était une grippe. Maintenant, c'est un corona. La prochaine, on verra. Parce qu'il y en aura d'autres. Hein. C'est aussi pour ça que c'est important de tirer des leçons. C'est qu'il y aura d'autres pandémies. Et que naturellement, il y en a une toutes les 10-15 ans, mais qu'avec notre façon de vivre extrêmement globalisée, surpeuplée, plus beaucoup d'habitats naturels pour les animaux, où en général les virus peuvent aller se diluer un peu quand il y a des habitats naturels où il n'y a pas d'humains. Mais il n'y a plus beaucoup d'endroits où il n'y a pas d'humains sur la Terre. Et donc, avec ces façons-là de vivre, on dit que c'est plutôt tous les 10 ans maintenant qu'on risque d'avoir une pandémie. Et je vous rappelle que H1N1, c'était en 2010-2011. Donc, on est exactement à 10 ans. C'est flippant. J'aurais encore une autre question, en fait. Enfin, vous avez parlé que l'HIV, c'est un virus tellement mutant tout le temps. Du coup, comment est-ce que la PrEP, elle fonctionne? Parce qu'elle ne fait pas de la prévention contre la surface du virus, elle le tue.
C'est pas la même chose. Et la PrEP, c'est quelqu'un qui n'est pas infecté, qui prend un médicament en se disant que s'il s'est infecté, s'il a eu un rapport sexuel la veille et qu'il y a un demi-virus dans son corps ou 3 virus dans son corps, ça le tue. Mais ce n'est pas un truc qui provoque une réaction immunitaire. Ce n'est pas « je te force à faire des anticorps contre le VIH ». Ce n'est pas ça. C'est un produit chimique qui tue 3 virus s'il n'y en a pas trop. C'est pour ça qu'il y a des échecs de PrEP. Les échecs de PrEP, c'est s'il y en avait déjà trop et que ça n'a pas suffi. Mais s'il n'y en a pas trop, on tue les 3 virus qui étaient dans le corps. Ok, et vous avez pu encore parler de la la grippe. La H1N1, ouais. Oui. Et on parle aussi dans les médias de le Covid est aussi une grippe. Est-ce correct scientifiquement? Non, ce n'est pas du tout correct. Le virus de la grippe, c'est ce qu'on appelle le virus influenza. Comme le Covid, c'est un coronavirus. Ce sont des types de virus et c'est des types de virus différents. Quand on dit que le Covid est aussi une grippe, c'est au sens symptôme du terme. On a mal partout, on a de la fièvre, etc. Grippe au sens populaire du terme. Mais au sens scientifique, ce n'est pas un virus influenza, c'est un virus corona. Donc, ils sont même pas cousins, mais ils fonctionnent un peu de la même façon, on va dire. Ils se transmettent de la même façon, c'est des virus qui se transmettent par les sécrétions respiratoires et tout ça. Ça va, ok. Bien, merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je ne vais plus trop traîner par contre parce que j'ai un truc à 20h30. Tout à fait, oui. On s'approche effectivement de la fin. Ouais. J'ai juste une petite dernière question pour terminer. On est où actuellement en Belgique par rapport à notre stratégie de vaccination? Vaccinale. Donc, on est à 20% de la population de plus de 18 ans qui a reçu une première dose. Faut, à mon sens, pas trop regarder la deuxième dose parce que la deuxième dose, ça dépend des vaccins que vous utilisez. Pfizer et Moderna, c'est 3-4 semaines après la première, mais AstraZeneca, c'est 3 mois après. Donc, du coup, vous avez des décalages de deuxième dose, donc c'est plus difficile à interpréter. Ce qui est important de savoir, c'est quand vous avez reçu une première dose, vous avez déjà le rendez-vous pour la deuxième dose. Donc, en général, vous ferez votre deuxième dose. Donc, moi, je regarde surtout les premières doses. Première dose, 20% de la population de plus de 18 ans. 20%, mais pas n'importe quel 20%. 20% vraiment les personnes âgées, les personnes à risque, les plus de 65 ans et alors le personnel soignant. Donc, on n'est pas du tout à 20%, ce n'est pas de la population générale. Vous ne pouvez pas vous dire, quand je croise 5 personnes dans la rue, il y en a 1 sur 5 qui est vaccinée. Non, ce n'est pas comme ça. Par contre, si vous êtes dans un home de petits vieux, vous avez une bonne chance que beaucoup soient vaccinés. Je ne le dirai jamais assez, mais c'est quand même une des magnifiques victoires de la vaccination. On n'a plus une seule personne âgée de maison de repos à l'hôpital. Plus une seule. Depuis la vaccination des maisons de repos au mois de janvier, on n'a plus une seule personne âgée de maison de repos. Les seules qu'on a, on en a eu, c'est pas vrai, j'en ai eu une, mais c'était quelqu'un qui avait refusé le vaccin, le pauvre. Et je crois que 2 semaines après, il était à l'hôpital chez nous, donc il s'en mordait les doigts. Mais bon, il s'en est bien sorti pour finir. Et alors, on a eu des 80 ans, mais des gens qui étaient à la maison et qui n'avaient pas encore été vaccinés. Mais les gens de maison de repos, à partir du mois de janvier, on n'en a plus du tout eu. Si ça, ce n'est pas la meilleure preuve que ce vaccin fonctionne contre les formes sévères, même chez les vieux, parce que les maisons de repos, ils ont un certain âge. Hein. Donc, ça fonctionne même chez les personnes les plus fragiles de notre société. Ça les protège de l'hospitalisation. Et donc, ça, c'est vraiment le truc pour moi à retenir, c'est que si on vaccine tous les fragiles, on n'aura plus grand monde à l'hôpital. Et si on n'a plus grand monde à l'hôpital, on peut réouvrir notre société. On peut même laisser un peu circuler le virus parmi les jeunes. C'est moins grave. Enfin, je veux dire, ce n'est pas eux qui viennent à l'hôpital.